Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la grosse vidéo pronostic de WrestleMania 37. Ça y est, on y est, enfin. C'est à la fin de la semaine qu'on sera enfin fixé, qu'on va enfin voir le public de retour. Ça va nous faire beaucoup de bien, nous, à tous les fans de catch. Ça fait quand même plus d'un an qu'on attendait ça. Et ça va vraiment faire plaisir de retrouver un peu le plein air, la foule. Et les grosses entrées, hein, les gros effets de lumière, les pyros, les concerts, les réactions du public, enfin bref, tout ce qui nourrit notre passion et tout ce qui fait que WrestleMania est un show à part, euh, quel qu'il soit. Hein. On a des manias qui sont plus ou moins bons, notamment hein, ces dernières années, mais il y a toujours quand même ce petit sel supplémentaire qui fait que c'est un show à part, tout simplement. Encore plus l'année dernière évidemment, mais en dehors de celui-là, quand on est sur un show en plein air, on va dire, avec du public, c'est toujours un show particulier. Y a pas à dire, quelle qu'en soit la qualité. Donc, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo introductive hein, que j'ai faite spécialement pour l'occasion, on est vraiment sur un délire très pirate. Hein, on a repris la thématique de l'année dernière qu'on a retranscrite pour cette année, puisqu'évidemment c'est toujours le Raymond James Stadium, c'est toujours le stade des Buccaneers de Tampa Bay. Donc on reste toujours sur cette thématique pirate qui est assez stylée. On a vu déjà des premières images circuler, hein, notamment des images en drone, où on peut voir bien sûr, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo introductive, le bateau qui était déjà là en permanence. Qui représentait vraiment le bateau pirate des Buccaneers de Tampa Bay, mais ils ont également fait, alors ça vous ne l'avez pas dans ma vidéo, mais on peut le voir sur d'autres réseaux sociaux, un grand bateau qui a été constitué exprès pour WrestleMania au niveau juste en haut, quoi, au niveau du Titan Throne, tout en haut, et on va voir le stage ensuite qui va dérouler. Ça va être vraiment très beau, et avec un chapiteau classique aussi pour abriter le ring. Mais il devrait faire beau, hein. On annonce des températures autour de 26-28 degrés, donc des petits orages isolés, mais ça devrait aller en termes de météo. Voilà pour le petit point météo. Voilà, en termes de hype, il faut le dire, je suis plutôt mitigé, je serais plutôt sur un 5 sur 10 parce que c'est WrestleMania, parce que c'est le retour du public, parce qu'il va y avoir des super entrées. Donc, et puis quand même quelques matchs qui peuvent être intéressants. Maintenant, le build-up, la majeure partie des build-up et cette road to WrestleMania, il faut le dire, c'est affreux. Ça a été assez affreux, des bookings assez feignants, qui ont été vite torchés, et des matchs qui donnent pas envie, en plus, quoi, des affiches qui sont vraiment aux F. Donc oui, il y a beaucoup de déceptions, beaucoup d'incohérences dans les bookings. Monday Night Raw qui atteint le fond du fond. Là, celui d'hier et celui de la semaine dernière, c'était du 1 étoile. Moi, je leur ai donné 1 étoile sur 5. Ce sont des shows qui sont affreux, répétitifs, avec des vidéos packages, en veux-tu en voilà, des replays de choses qu'on vient de voir déjà, comme si on avait perdu la mémoire. On nous remplit un show comme ça, ils n'ont rien à raconter, rien à nous dire, et on remplit. On remplit, et on fait rallonger les matchs, on fait rallonger les promos, et on nous repasse les mêmes images encore et encore, des images qu'on a vues la semaine dernière, ou des images qu'on vient de voir 5 minutes avant. Et c'est comme ça que fonctionne Monday Night Raw depuis un bon nombre de temps maintenant. Et cette road to WrestleMania, elle est laborieuse. SmackDown fait des shows beaucoup plus décents, pas forcément extraordinaires, mais décents, qui ressemble un petit peu à quelque chose, mais c'est pas la folie, c'est pas la folie hein, en termes de build-up et de hype. Évidemment que ça aurait pu être 1000 fois mieux fait, et voilà, on parlera des matchs les uns après les autres, et vous allez voir que finalement, il n'y a pas tant de matchs que ça qui sont plutôt bien construits et qui donnent envie. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, ils sont même minoritaires, il faut le dire. Alors en termes de cartes, on est sur une carte de 14 matchs, 7 lors de la nuit 1 et 7 lors de la nuit 2, hein, puisqu'il y en a 2 qui ont été ajoutés hier soir à Raw, et on savait qu'ils allaient avoir lieu, puisque ça concerne les tag teams féminines, ça avait déjà fuité, donc on se doutait que ça allait être ajouté. Donc maintenant c'est fait. On devrait pas avoir de kick-off, hein, enfin de match de kick-off, hein, ça a été dit. On va avoir 1 heure de kick-off à chaque nuit, mais qui sera
seulement 1 heure de parlotte, hein, et voilà, donc on reparle des matchs qu'il va y avoir dans la soirée, mais pas de match, puisque l'idée, hein, visiblement, c'est de marquer le coup, notamment samedi, pour le grand retour du public, d'avoir que le premier match, donc les premières personnes qui vont rentrer sur le ring, donc qui vont venir sur le stage, seront voilà, vont avoir une grosse pop évidemment, et ils vont avoir forcément, ils vont être favorisés, c'est quand même un gros privilège d'arriver en premier pour le retour du public, et donc on veut pas que ça arrive comme ça dans un match de kick-off, quoi. Donc malheureusement pour certains qui aura peut-être bien aimé, mais la bataille d'André le Géant, les matchs tag team de SmackDown, et ben tout cela, il passe à la moulinette, et c'est triste à dire, mais ça passe à la moulinette, ça sera même pas kick-off, et ça a été relégué dans le prochain SmackDown, qui est en quelque sorte une espèce de nuit zéro de WrestleMania, hein. Donc ça va être un SmackDown, un WrestleMania SmackDown, comme ils ont appelé, donc avec ces 2 matchs qui ont été ajoutés, qui seront donc finalement... c'est comme si c'était le kick-off, mais vendredi soir, quoi. Voilà, bon, c'est un peu triste pour certaines équipes, hein. Je pense à Mysterio, père et fils. Je pense à Rudy Ziegler, aux Street Profits. Voilà, même Gable et Otis. Otis qui avait quand même une grosse exposition à WrestleMania l'année dernière. Et bah, pour André le Géant, bon, bah, ce sont tous les low carders, ceux dont on ne sait que faire, ou qui job, ou qui courent après le Team 24/7. Donc voilà, ils n'auront rien. Certains peut-être vont peut-être intervenir sur quelques matchs, on en reparlera, mais ça me fait surtout chier, notamment pour Alexander et Benjamin, dont on parlera aussi plus tard. Le reste, c'est de la low card pure et simple, et il y aura même tout Retribution, hein. Donc Retribution, maintenant, voilà, hein, on voit bien où est leur place. Voilà, on va pas perdre plus de temps que cela. On va attaquer tous les matchs. On va aller dans l'ordre. Je vais commencer par les matchs de la nuit 1 et ensuite on enchaînera par les matchs de la nuit 2. Donc il y a quand même beaucoup à dire. Donc on va tâcher d'aller au plus vite. Donc on va commencer par la nuit 1. Donc la nuit du 10 avril. Donc les horaires seront les mêmes pour les 2 soirs. Attention parce que ça va être un peu tard pour nous. C'est 1h du matin le kick-off et 2h du matin le pay-per-view. Donc on n'est pas sur un format de 2 heures de kick-off. Donc c'est 1h le kick-off et 2 heures le pay-per-view et la main card et pour un show qui doit durer entre 3 heures et 3h30 d'après ce qu'on entend dire. 3h30 grand maximum en tout cas. Ce qui sera plutôt digeste pour WrestleMania, hein. Donc c'est pour ça que c'est, je pense, la bonne idée de l'avoir fait en deux soirs. Voilà, donc on commence donc, comme je le disais, par la nuit 1, qui est à mon sens la nuit qui, pour moi, est la moins intéressante des deux. En termes de quantité, de qualité des matchs présentés, pour moi, elle est en dessous de la nuit 2. Alors, premier match, qui a été annoncé hier, justement, c'est les tag teams féminines qui vont s'affronter dans un turmoil match, donc un tag team turmoil match, donc à savoir, finalement, une règle semblable à celle d'un gauntlet match, donc un match à élimination. Alors certes, on ne nous dit pas si toutes les équipes seront sur le ring en même temps ou non, mais il est fort à parier qu'elles arriveront les unes après les autres à chaque fois qu'une équipe se fera éliminer. Donc on sera plus sur un format de 2 contre 2, donc 2 équipes l'une face à l'autre, et l'équipe éliminée se fera remplacer par une autre, et ainsi de suite. Donc plus un format comme il y avait eu notamment avec toutes les équipes qui s'étaient affrontées en Arabie Saoudite, hein, pour devenir la best tag team in the world, hein. C'était le match qu'avaient gagné les Good Brothers, hein, voilà, c'était exactement selon ce format-là. Donc je pense que ça va être la même chose. Alors le visuel que j'ai mis n'est pas le visuel officiel. C'est puisque vous voyez qu'il y a Carmella et Billie Kay qui sont dedans. Mais en fait, ce visuel-là est le visuel qui a fuité par erreur sur Twitter, sur le fil Twitter de la WWE, où quelqu'un par mégarde a fait fuiter le visuel de ce match justement, et il a tout de suite effacé. Alors que en fait, le match officiellement, enfin pour l'instant en tout cas, c'est Lana, Naomi, Brooke et Rose, la Riot Squad, donc Morgan et Riot, et Tamina et Natalia dans ce match, Turmoil match. Donc pour l'instant, donc normalement ce sont 4 équipes, mais en fait, il est évidemment très probable que Billie Kay et Carmella soient au moins la 5e équipe, puisque effectivement, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo de Fastlane, où Billie Kay elle s'est portée
elle s'est portée candidate pour remplacer Reginald en tant que sommelier. Donc en mettant un hashtag qu'est sommelier. Donc ça c'était un segment qui avait été un segment exclusif hein, qu'on avait pu voir sur Twitter, qui n'était pas passé à l'antenne. Et la semaine dernière à SmackDown, Billie Kay a donné son CV à Carmella qui l'a examiné. Et on en est rendu là. Et justement, à Raw hier, toutes les équipes ont été rassemblées là autour de Jax et Baszler justement et Reginald. Et Billie Kay a dit moi aussi, enfin moi aussi j'y suis de ce match, j'en suis. Et Shayna Baszler a dit ouais, t'as même pas de partenaire. Elle dit justement j'ai donné mon CV à Carmella, j'attends son retour quoi. Donc voilà, je pense que comme SmackDown a été enregistré, hein, le prochain SmackDown a été enregistré, on va nous rajouter Carmella et Billie Kay, hein, parce que sinon ce segment n'aurait pas de sens si on le faisait pas. Cette histoire de CV forcément. Donc on peut ajouter cette équipe, donc ce visuel là pour moi est le bon. En plus un tag team turmoil match, hein, c'est donc un système de gauntlet, 4 équipes pardon, c'était beaucoup, c'était vraiment insuffisant. On peut pas faire un gauntlet ou un turmoil match à 4 équipes, c'est pas possible, c'est trop court. Il en fallait au moins une 5e, donc ça sera certainement celle-là, voire une 6e. Voilà, je serais même pas surpris qu'il y en ait une 6e qui arrive de nulle part, parce qu'il faut pas oublier quand même qu'il y a Bayley qui n'a aucun programme, Charlotte, bien entendu, dont c'est la grande inconnue. On ne sait pas vraiment si elle va venir ou pas, mais elle a rien non plus. Donc on pourrait avoir une équipe surprise entre Bayley et Charlotte. On pourrait même avoir finalement Carmella qui décide de ne pas prendre en considération le CV de Billie Kay et qui va récupérer Bayley, hein, qui est quand même une grande amie à elle hein, dans la vraie vie. Donc pourquoi pas récupérer Bayley dans l'affaire, voire Charlotte, mais plus probablement à ce moment-là Bayley avec Carmella. Et Billie Kay va peut-être aussi se dire, va peut-être quand même ressortir quelqu'un de derrière les fagots. Et évidemment le retour des The Iconics, hein, Peyton Royce et Billie Kay, qui pourrait être aussi une 6e équipe surprise, ou alors elle nous ramène carrément une énorme femme, enfin un gros nom, donc peut-être que Billie Kay va nous ramener Charlotte, voire Ronda Rousey, là faut peut-être un peu moins y compter, mais on peut avoir voilà, une équipe un peu venue de nulle part, voilà un peu les forces en présence et les équipes potentielles. Sinon, bon, le booking est à chier, le build-up est à chier, toutes les équipes paraissent faibles. Il y a pas, elles sont toutes un peu dans la mélasse où on a l'impression elles perdent des matchs quoi. Aucune ne s'affirme comme véritable challengeuse crédible. Natalia, Tamina sont peut-être un petit peu plus bookées fortes et encore, c'est pas la folie. Mais c'est délicat, c'est difficile. Le pronostic est pas si simple, hein, d'autant plus qu'on ne connaît pas la composition de toutes les équipes. Riot Squad, comme je vous le disais, je comprenais pas, elles avaient disparu de l'écran depuis au moins un mois. Billie Kay aussi d'ailleurs. On les retrouve. Donc évidemment, vous allez me dire, enfin, je vais vous ressortir encore mon idée de Billie Kay qui fait gagner la Riot Squad à Mania pour avoir le happy ending. C'était pour moi l'histoire qui devait se raconter depuis le début. Elle est toujours possible hein, finalement cette histoire. Hein, si Billie Kay par exemple ne participe pas au match et que finalement elle vient faire gagner la Riot Squad pour que la boucle soit bouclée, pourquoi pas, mais j'y crois quand même pas trop maintenant. Je pense qu'ils ont arrêté entre la Riot Squad et Billie Kay. Lana, Naomi, Brooke et Rose, elles n'ont aucune crédibilité aussi. Elles ont ce sont des équipes qui ont déjà perdu contre les championnes. Elles n'ont pas de légitimité à devenir challengeuses. Donc c'est vraiment du remplissage quoi. Pour aussi un peu compenser le fait qu'il n'y a pas de bataille royale féminine, hein, parce que c'est vrai que le roster féminin est pas assez dense pour faire une bataille royale féminine, hein, surtout si on n'inclut pas NXT. Donc, et puis c'est fait aussi pour avoir au moins voilà, une parité dans les deux nuits et avoir 2 matchs féminins dans la nuit 1 et 2 matchs féminins dans la nuit 2. Voilà, c'est ça l'idée surtout parce que effectivement un match féminin par soir, ça faisait un peu light. Voilà, bon pour le pronostic, je vais alors oui, on est tenté de dire Lana Naomi parce que Lana, il y a une vieille histoire avec Jax et Baszler, notamment Nia Jax, mais c'est un peu vieux maintenant cette histoire. Je serais tenté de donner l'équipe qui n'a pas été officialisée mais qui va l'être sûrement, Carmella et Billie Kay, pour allez, on va dire 2 raisons. D'abord Billie Kay parce que elle est toujours celle qui nous a divertis depuis plusieurs mois. Elle a rien fait en soi, hein. In-ring elle a rien fait. Mais c'était plus la caution humoristique, hein, comedy wrestling, et je pense qu'elle a fait du bon taf.
elle a bien diverti les gens. Je pense que son travail a, je pense, hein, c'est qu'une opinion, mais je pense, plaît à Vince en interne. Je pense qu'elle a réussi à le faire rire et que ça serait un moyen de la récompenser pour ce travail effectué, même si c'est pas un travail particulièrement fait in-ring, mais plus hors du ring. Mais je pense que ça peut être un moyen de la féliciter et de la remercier. Même si elle a déjà vécu ce moment-là hein, avec Peyton Royce, hein, on s'en souvient. Elles avaient gagné les titres par équipe à WrestleMania, donc on l'avait déjà remercié un peu de cette façon. Mais ils peuvent le refaire. Et deuxième raison, parce que Carmella, forcément, il y a une histoire, au moins, il y aurait quelque chose à raconter par rapport à Reginald et donc Jax et Baszler, puisqu'évidemment, hein, les gagnantes affrontent Jax et Baszler dans la nuit 2, hein, il faut le rappeler, c'est l'enjeu du match, donc c'est un match de number one contender, et que Carmella soit impliquée donc, dans ce match, le match de championnat le lendemain, ça aurait du sens. Voilà, il y a des choses à raconter entre Reginald et Carmella. Peut-être que Reginald va revenir du côté de Carmella, ce serait pour la surprise. Il va à nouveau changer de crèmerie, hein, parce qu'il est quand même très volage, hein, ce Reginald. Hein, il passe d'une crèmerie à l'autre, hein, il faut le dire. Il va où le vent le mène. Je pense que en termes de storytelling, il y aurait peut-être quelque chose à faire avec ça. Et puis on a vu un segment backstage dans le dernier SmackDown où justement Jax Baszler et Reginald sont passés à côté de Carmella, où Nia Jax disait à Carmella, tu t'es très mal comporté avec mon mec, en gros, avec Reginald. Donc voilà, peut-être que c'est une graine plantée aussi par rapport déjà à leur future confrontation à Mania. Voilà les arguments. Pour moi, le reste, c'est des équipes OSEF qui sont là que pour remplir la carte. Et il faudra peut-être plus des faces pour gagner ce Turmoil match. Mais Brooke et Rose, Lana Naomi, Riot Squad, elles n'ont rien pour montrer qu'elles peuvent gagner, quoi. Elles n'ont pas été mises en avant suffisamment. Elles ont perdu des matchs ou alors elles ont même carrément disparu, notamment la Riot Squad. Alors Billie Kay et Carmella sont pas foncièrement des faces, mais peut-être que Carmella justement va devenir babyface subitement avec Carmella, avec Billie Kay, si les deux s'associent. Ça sera peut-être l'objet que Carmella return face et du coup qu'on ait une équipe face pour affronter Jax et Baszler. Et pour le pronostic du championnat, on en parlera plus tard. Donc pour moi, on va miser sur Billie Kay et Carmella. Et alors, s'il y a une sixième équipe, ce sera la sixième équipe, hein, mais on verra bien. Mais je pense que c'est le truc qui permet d'écrire Billie Kay et Carmella, qui permettrait d'écrire le plus de choses. Match suivant. Braun Strowman, Braun contre Shane McMahon dans un style cage match. Est-ce qu'il faut reparler de toute cette histoire, de ce build-up absolument horrifiant autour de cette histoire, c'est de stupidité, quoi. Braun qui est rendu stupide par Shane McMahon, qui arrête pas de le maltraiter, de le prendre pour un con depuis le début. Voilà, ça part de ça, du fait que Braun n'ait pas été écarté de l'Elimination Chamber, était suspendu parce qu'il avait donné un coup de boule à Adam Pearce après les Survivor Series, donc toujours une histoire d'autorité. Et voilà, c'est parti là-dessus. Et là, Braun en a ras le cul. Il s'est même fait prendre du slime sur la gueule. C'était un segment horrible avec Shane McMahon qui fuit bien sûr comme un lâche, qui joue à la marelle. C'est n'importe quoi. Shane McMahon avec son Braun, voilà. Les géants, hein, on sait, ils sont grands par la taille, mais petits par le cerveau. Hein, voilà, en gros l'histoire. Tu es stupide, tu es vraiment stupide. Il a ressorti le coup du vieux bulletin de notes là, de CM2, hein, du 5th grade, donc du niveau CM2 avec des avis, évidemment des avis négatifs sur sa stupidité, qu'il était nul au sport, il avait des dés partout. Voilà, le bonnet d'âne. Tu m'écriras 100 fois I'm not stupid, I'm not stupid, I'm not stupid, voilà. Évidemment, tout ça a été fake, Braun Strowman l'a rappelé. Il a fait une promo hier dans la cage, puisque effectivement, il avait le choix de la stipulation, puisque Shane McMahon lui avait dit, bon bah de toute façon tu peux m'affronter dans n'importe quelle façon, pas de problème pour moi. Donc Braun a sauté sur l'occasion, il lui a dit nowhere to hide, nowhere to run. Et il lui a donné rendez-vous dans un stick cage match, ce que je trouve complètement à nouveau stupide, parce que déjà là,
il est rendu déjà stupide, Braun Strowman, mais alors en choisissant ça, c'est encore pire, puisque le but d'un Steel Cage match, en dehors de gagner par un pin ou une soumission, c'est aussi de pouvoir justement s'échapper de la cage, grimper par-dessus ou passer par la porte. Donc quand il dit « Ah ben là au moins, dans un Steel Cage match, tu pourras pas t'échapper face à moi », bah si, justement, le but du Steel Cage match, c'est entre autres de pouvoir s'échapper. Donc ça n'a aucun sens. Si vous voulez véritablement faire quelque chose, mettre une stipu dans laquelle Shane McMahon n'avait aucune chance de s'échapper, ben il fallait faire un Hell in a Cell match. Voilà. Hell in a Cell match. Là, ok. Là, ça aurait été intelligent. Mais là, c'est complètement stupide. Et Shane McMahon, d'ailleurs, bizarrement, n'a pas rebondi là-dessus, alors que c'était une autoroute. Hein, il suffisait de dire ce que je viens de dire pour encore intensifier le fait qu'il est stupide. Au contraire, il a dit un peu l'inverse. Même si on sent qu'il a un plan derrière la tête, puisqu'il a dit oui, mais moi je suis pas n'importe qui, hein, Shane McMahon qui dit ça, je suis pas n'importe qui. Voilà, moi je voulais te tester, tester ton intelligence en te laissant décider de la stipulation. Ouais, le Steel Cage match, c'est pas si stupide comme idée. Mais moi je suis pas n'importe qui et je suis un McMahon. Et voilà, et un McMahon, bah, en gros, ça a toujours un plan derrière la tête, quoi. Et je vais être plus intelligent que toi. Voilà, au final, et bah, je vais te battre. Et je vais m'échapper de la cage, enfin je vais l'emporter quoi. Voilà, bon ben, il nous vend quelque chose. Évidemment, il y a une association vraiment OSEF avec Elias et Jackson Ryker là, qui jouent les deux goons là, autour de Shane McMahon, qui sont fait d'ailleurs étaler hier par Braun dans un 2-on-1 handicap match, un handicap match qui était sans intérêt, comme tous les matchs handicap en général. Bref, voilà, donc Braun là maintenant, il en a marre, il veut jouer au ping-pong, enfin, comme il l'a dit lui-même, il veut ping-ponger Shane McMahon autour de la cage, il veut lui appuyer sa tête contre le grillage, et il va get this hands. Voilà, tout simplement. Voilà en gros où on en est. Pronostic, Braun Strowman wins, parce que c'est toujours la même chose, puisqu'il nous a encore raconté toujours la même histoire, exactement la même que celle qu'on avait donnée à Lars Sullivan avant qu'il s'en aille. Oh ben quand j'étais petit, j'ai été bullied, on m'a toujours pris pour un idiot, pour un imbécile, on m'a toujours dit que j'étais un incapable, et cette victoire là, cette victoire contre Shane McMahon à WrestleMania, je vais la dédier à tous ceux qui étaient comme moi aussi, qui étaient bullied, qui manquaient de confiance en eux dont on disait qu'ils étaient des incapables. Voilà, je vous dédie aussi ça, voilà. Et donc oh là là là. Voilà, c'est encore les promos classiques de Big Man, bullied dans leur jeunesse, c'est toujours pareil. Bref, mais genre, qui va croire ça? Et voilà, ben, il faut que celui qui se fasse malmener dans la feud gagne le match, quoi. Donc Braun Strowman va gagner. Par contre, attention, donc, effectivement, puisque Shane McMahon va avoir un plan, donc a priori, Ryker et Elias vont sûrement se pointer, vont peut-être empêcher Braun de sortir, notamment par la porte ou en bas de la cage, mais en tout cas ils vont sûrement jouer les ébulons de service. Mais maintenant il va falloir que Braun soit plus intelligent. J'espère qu'ils vont pas nous refaire le coup lorsque justement dans un Steel Cage match Braun Strowman avait perdu en projetant Kevin Owens sur la table des commentateurs là, parce que du coup en faisant ça, bah, Braun Strowman avait perdu le match, donc il était aussi passé déjà pour un gros con. Donc s'ils nous refait ça le coup 2 fois, là ça sera vraiment terminé pour Braun Strowman quoi. Enfin, c'est déjà, de toute façon il est déjà un peu terminé en soi, hein, parce que il a droit qu'à des matchs de merde à WrestleMania, que des matchs de merde. L'année dernière il avait un match de championnat universel, mais on sait très bien pourquoi, c'est parce qu'il a remplacé Roman Reigns, il a remplacé au pied levé, donc il a joué les bouches-trous, mais c'était le match le plus sérieux qu'il a eu, hein. Le reste on n'en parle pas, bataille royale dans le géant, le petit Nicolas. Voilà, c'est que ça, Braun Strowman, c'est une bête de foire, donc il y a rien à en tirer à WrestleMania. Donc voilà, bon bah, Braun Strowman wins, lol, et qu'on passe à autre chose. On n'en a rien à branler de ce match, c'est sans intérêt. Match suivant, Le Miz et John Morrison pour affronter Bad Bunny et Damien Priest. Eh bien oui, ça a été changé à la dernière minute hier. On devait avoir Bad Bunny contre Le Miz, et finalement c'est un 2 contre 2, qui était évidemment ultra prévisible hein, depuis le départ. C'était le match qui était prévu, mais on avait appris que backstage, John Morrison et Damien Priest avaient eu des blessures mineures qui faisaient que du coup, le 2 contre 2 qui était initialement prévu avait été changé pour un 1 contre 1 entre le Miz et Bad Bunny, ce qui me surprenait parce que, je veux dire, Bad Bunny qui est pas du tout un catcheur bien entendu, faire un 1 contre 1 à Mania, c'est chaud quand même, hein. C'est quand même un sacré challenge.
Et du coup, le fait finalement que les deux soient finalement aptes, Morrison et Priest, ça me rassure parce qu'au moins ça va avoir, on a trois gars d'expérience qui vont pouvoir entourer Damien Priest, qui vont pouvoir entourer Bad Bunny. Voilà, ça devrait pouvoir passer. On devrait avoir un match un peu plus, un petit peu plus qualitatif si on peut dire, et un peu plus qui va moins mettre en avant Bad Bunny du coup, qui aura moins de choses à faire. Donc ça sera plus simple pour lui parce que voilà, un contre un contre le Miz, ça n'aura pas été facile. Voilà, bon, bah, le match va être un peu comédie wrestling, je pense, un peu overbooké. Ça va être de la grosse farce, des coups de guitare peut-être encore. Attention au DQ quand même, mais ça va partir un peu dans la gaudriole. Voilà, bon, encore vu hier, hein, le Miz, la Bugatti qui s'est fait asperger de peinture. Voilà. Et la longue promo du Bad Bunny qui était interminable, en anglais et en espagnol aussi, où il a rappelé quand même que c'était un vrai fan de la WWE, il regardait Raw, il regardait SmackDown, avec ses familles, avec sa famille, ses amis, ses frères. C'était un grand fan évidemment de Booker T, hein, dont il a sorti un single évidemment, de Ric Flair, de Stone Cold Steve Austin, de l'Undertaker, de Triple H. Voilà, c'était un fan de tout ça. Mais il comprend pas en fait pourquoi le Miz lui en veut. Pourquoi est-ce qu'il s'en prend à lui? Voilà, il ne comprend pas. Bon, il dit il s'en fout. Je comprends pas, mais je m'en fous. Mais moi, j'étais là voilà, pour faire ma petite performance musicale. J'étais là en tant que fan. Mais le Miz me met des bâtons dans le roue là. Moi, j'ai rien fait pour ça. J'ai rien mérité. Alors oui, oui, j'ai fait mon petit plongeon là sur eux à Royal Rumble. Mais est-ce que je méritais ce que j'ai pris derrière, le coup de peinture, les peintures sur la Bugatti, le coup de guitare? Est-ce que j'ai mérité tout ça? Bah non, 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 non. Et je peux dire qu'à WrestleMania, je vais te faire taire et je vais te botter le cul. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Et puis plus des mots en espagnol qu'il fallait mieux ne pas traduire, hein, parce que franchement, ça y allait fort. Donc Damien Priest a officialisé le 2 contre 2. Il est arrivé en retard d'ailleurs pour faire le save, hein, parce il s'est fait tabasser par Morrison et le Miz hier, Bad Bunny. On l'a renversé contre une bagnole qui était à côté, pas la bagnole, pas la Bugatti, hein, mais la bagnole d'à côté. Euh, et Damien Priest est arrivé en retard. Bah alors Damien, hein, t'arrives en retard? Alors que c'était son garde du corps depuis le début. Enfin, il le colle au cul depuis le début. Et là, il était pas là. Et comparé, il était pas là. Bon, bref. J'espère que ça va pas vendre un heel turn de Damien Priest, mais ça serait complètement débile. Bref, ils vont pas le faire. Je pense pas. Euh, voilà. Bon, pour le pronostic, victoire évidemment de Bad Bunny et de Damien Priest. Logiquement, je dirais plus victoire de Bad Bunny sur le Miz, puisque finalement la feud, elle tourne surtout autour de Miz et de Bad Bunny. Donc je pense qu'il faut que le match se termine entre ces deux-là. Donc Bad Bunny qui ferait le pin sur le Miz, mais sûrement grâce à Damien Priest, quoi. Damien Priest qui portera peut-être son Hit the Lights, donc son ancien Reckoning, enfin sa prise de finition, et peut-être que c'est Bad Bunny qui fera le pin grâce à ça. Voilà, où il fera peut-être un petit move qu'il a appris en s'entraînant, un OPC, en s'entraînant au PC, voilà, un frog splash, une descente du coude, une corde à linge, j'en sais rien, enfin un truc assez basique. Voilà, mais c'est un peu triste pour le Miz, parce que quand même qui était champion de la WWE il y a vraiment pas longtemps, et qui se retrouve subitement dans cette gaudriole. C'est dur, quoi. C'est dur, même si pour moi c'est logique, parce que le Miz, il est à ce niveau-là maintenant, quoi. Enfin, il a toujours été à ce niveau-là, sauf quand il est champion intercontinental. Quand il était champion intercontinental, il était comme dans un poisson dans l'eau, il était à sa place. Mais là, dans de la gaudriole comme ça, c'est un peu triste, c'est un peu triste. Mais pour moi, il méritait pas d'être champion de la WWE, quoi. Pour moi, il était trop haut. Il était bien dans la mid-card, et là, on l'a redescendu vraiment très bas, quoi, en peu de temps, faire son clip là, hé hé, hop hop, en déguisé en lapin. Enfin, c'est dur quand même. Quand on est champion de la VVE et passer à ça en peu de temps, c'est dur. C'est très dur, mais voilà, c'est comme ça. Et faut mettre des stars, c'est ça WrestleMania. Donc, dans la nuit 1, c'est Bad Bunny, dans la nuit 2, c'est Logan Paul, et ça a toujours été comme ça. Voilà. Il y aura des performances musicales, des performances scéniques, et c'est toujours comme ça. Voilà, il y aura l'hymne américain qui va être chanté aussi, voilà, par une petite star américaine. C'est comme ça à chaque fois, donc. Et voilà, victoire de Bad Bunny, quoi. Et le match va pas être terrible, mais il faut que Damien Priest aussi soit quand même mis en valeur, parce que c'est quand même Damien Priest surtout qui doit ressortir over de tout ça, hein. Faut pas que ce soit Bad Bunny uniquement, quoi. Ça serait quand même dommage. Donc Damien Priest, et après, faut qu'il passe à autre chose et qu'il aille peut-être vers le titre US, pourquoi pas.
ou une autre feud de mid-card, mais en tout cas il va falloir qu'il passe à autre chose. Allez, match suivant, Cesaro contre Rollins. Voilà, une très belle affiche, avec un booking, on va dire, assez élémentaire, mais qui quand même tourne beaucoup maintenant autour du swing, puisque Rollins s'est fait swinger, Cesaro swingé à plusieurs reprises par Cesaro. Il en a ras le cul, et maintenant, bah, dès qu'on lui parle de swing, hein, avec divers jeux de mots, hein, comme la semaine dernière, à SmackDown, bah, il en peut plus, quoi. Il pète un câble. Donc comme la dernière fois où Cesaro lui dit bah, take a swing, donc un jeu de mots pour dire en gros bah, frappe-moi, frappe-moi. Et il a préféré s'en aller. Évidemment, bon bah les promos oui de Cesaro, ce sont vraiment ses points faibles. Il a du mal à s'exprimer. On sent qu'il est pas très à l'aise même dans son body language. Il a du mal à se tenir sur un ring. C'est pas son truc quoi. Le micro en main, c'est pas son truc. Et c'est vraiment ça, son principal point faible et qui a peut-être expliqué aussi qui est peut-être la raison pour laquelle il n'a pas pu percer davantage. Ce qui est bien dommage quand on connaît son talent quoi. Mais le match va être sûrement très bon si on leur laisse du temps, hein, évidemment. On devrait leur laisser, si on leur laisse aller 13, 15, 14, 15 minutes, ça sera très bien. J'espère qu'il aura cette durée-là. Parce qu'évidemment, in-ring, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors c'est un vieux match, hein, ils se connaissent depuis très longtemps, Ring of Honor aussi, Claudio Castagnoli, Tyler Black, voilà, ils se connaissent depuis très très longtemps, ils se connaissent par cœur. Donc le match va être sûrement très bon. Évidemment, bah, ça va aussi tourner autour du Cesaro Swing. Est-ce que Cesaro va réussir à le porter? Et si oui, est-ce qu'il va le faire tourner pendant encore plus longtemps que la dernière fois où c'était 22 fois sur le ring? 22 fois sur le ring. Plus backstage, hein, il lui avait fait backstage aussi, mais bien moins longtemps. Je pense que pour le public, hein, pour le retour du public, je pense que un gros Cesaro swing bien marquant, je dirais genre 30 tours, ça pourrait vraiment faire vibrer la foule, et je verrais bien un Cesaro swing vraiment très très long pendant le match. Le pronostic, victoire de Cesaro pour moi, parce que c'est lui qu'il faut mettre en avant ici, c'est lui qu'il faut, parce que c'est Rollins, il a déjà tout connu. Enfin, il le dit, oui, il dit c'est moi un peu, c'est un peu moi qui fais le show. Enfin, Mania, enfin c'est un peu mon show Mania. C'est un peu le Mister WrestleMania des années 2010-2020 quoi. Oui, il a rappelé qu'il a battu Brock Lesnar. Il a fait le casse du siècle, évidemment contre Reigns et Lesnar à WrestleMania 31. Voilà, il a Slay the Beast aussi. Il a battu Triple H aussi. Bref, voilà, il a réalisé quand même pas mal de choses à WrestleMania. Donc Cesaro, c'est incroyable, hein, mais ça a été rappelé d'ailleurs par Corey Graves. C'est le tout premier match en solo de Cesaro à WrestleMania. C'est vrai que c'est surtout un homme d'équipe, hein, on le sait. Très belle image d'ailleurs, très émouvante avec Sheamus qui a pleuré dans ses bras lors du day off de Fastlane, hein, que je vous recommande de regarder. Il était vraiment très émouvant. Voilà, donc effectivement, et surtout, on l'a surtout vu en équipe, Cesaro. Bah justement, notamment face au petit Nicolas et à Braun Strowman, hein, dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc c'est son premier match solo à WrestleMania depuis le temps qu'il est à la WWE, hein, c'est dingue. Donc je pense que c'est quand même à lui de gagner ce match. Rollins n'en sera pas décrédibilisé pour autant, hein, vu tout ce qu'il a accompli déjà dans le passé. Cesaro, il a besoin de ça. Il a besoin de cette victoire. Il a besoin de capitaliser sur ce momentum qu'il a acquis depuis quelques temps. Merci à Brian qui a sûrement beaucoup œuvré en coulisses pour ça. Donc je pense que Rollins fera un bon taf pour mettre over Cesaro. C'est maintenant à Cesaro de prendre la balle au bon, quoi, tout simplement. Et je pense il va la prendre. Et on va avoir un bon match. Voilà. Il y aura pas besoin, il n'y a pas d'intervention extérieure, hein. Ça se joue entre ces deux-là, c'est tout. Nakamura, on l'a vu vite fait dans l'histoire, mais il a perdu d'ailleurs. Bon, bah, il a perdu 2 fois. Bon, il y a eu un rematch de Fastlane qu'il a reperdu. Voilà, bon, c'était des bons matchs, mais Rollins les a logiquement gagnés. Mais maintenant, on passe au boss de fin. On passe à Cesaro et voilà, offrez-nous un bon match qui peut peut-être voler le show, hein, sait-on jamais. Voilà. Voilà, on va passer donc victoire de Cesaro et on va passer au match suivant, match de championnat tag team d'Euro entre les New Day, donc Xavier Woods et Kofi Kingston, et Omos et Jay Styles, un peu des challengers surprises qui sont malheureusement issus, qui sont arrivés après la perte des titres d'Alexander et Benjamin, qui malheureusement à partir de là sont complètement descendus dans les limbes.
et ça c'est vraiment ce qui m'attriste. Et bah, tout de suite après, les deux se sont pointés et bah, ils ont défié les New Day à WrestleMania. Ça n'a pas été plus compliqué que ça. Voilà, on a un segment affreux la semaine dernière, en espèce de dessiner c'est gagné, ou alors fallait faire reconnaître voilà, des dessins, ou alors mimer des chansons. Bref, c'était vraiment d'une platitude si je puis dire, parce que il a fallu qu'il dessine le soleil à un moment donné, qu'il fasse deviner le soleil à Homos et J Styles. Ça aurait été drôle qu'il dessine la Terre, étant donné que c'est un platiste reconnu. Et J Styles, ça aurait pu être drôle. Bref, ben, on a eu des 1 contre 1 là, ces 3 dernières semaines avec Kofi qui a battu AJ Styles, mais parce que AJ Styles a été distrait par le trombone de Xavier Woods, hein, il joue du trombone et du coup ça l'a déconcentré. Donc défaite d'AJ Styles. La semaine dernière, on a eu cette fois-ci Xavier Woods contre Omos, mais il y a eu disqualification, donc victoire de Xavier Woods par disqualification parce que Omos, il a pété un câble, il a sorti, il s'en est pris à Woods et même à Kofi qui l'a balancé derrière la barricade. Et donc on a fait hier un AJ Styles contre Xavier Woods et Woods a encore gagné cette fois-ci contre AJ Styles avec un roll-up, mais le match a vraiment pas duré longtemps, il s'est rien passé en fait, il y a juste Kofi qui a distrait Homos en balançant son micro sur lui, petite poursuite, distraction, là Homos qui monte sur l'apron, Kofi qui s'en va, et puis petite distraction, du coup AJ distrait et roll-up derrière, victoire de Woods, c'est assez à chier. Donc déjà quand on voit ce build-up et puis ces défaites successives là de AJ quand même, qui perd 2 fois quand même 2 fois, et Woods qui gagne par disqualification aussi, euh, et donc Kofi qui bat AJ Styles. Bref, il n'arrive jamais à gagner, AJ Omos. Donc rien que pour ça, je vais donner la victoire à AJ Omos, tout simplement. Et aussi, le deuxième argument, bah, c'est comme il l'avait dit d'ailleurs AJ lorsqu'il avait défié les New Day, bah, c'est les seuls titres qui manquent au palmarès d'AJ pour devenir Grand Slam Champion. Voilà, tout simplement. Donc, évidemment, les titres par équipe pour qu'il devienne Grand Slam Champion, je pense que c'est l'idée. Et puis, je pense il plaît beaucoup à Vince, il plaît beaucoup en interne. AJ, donc, il va, je pense, se mériter ce titre honorifique de Grand Slam Champion. Et bah, il va y avoir aussi, bien sûr, les grands débuts d'Omos in Ring. Qui a été très protégés à ce niveau-là. Voilà, on l'a vu faire une petite attaque la semaine dernière. Voilà, il a fait un écrasement du coude là dans le coin et un double hand choke slam sur Woods, assez impactant, hein, forcément vu sa hauteur. Voilà, c'est pour l'instant, voilà, on a vu 2-3 moves de sa part. Donc maintenant, on attend d'en voir plus. Dans une conférence, dans une conf call, Triple H avait dit que Omos allait nous surprendre. Donc on va lui faire confiance. Il s'est, je pense, beaucoup entraîné, hein, le fameux stage dont on parlait là, depuis plusieurs mois, le fameux stage des big men là, avec Otis, avec Keith Lee, avec Homos notamment. Je pense que ça va permettre de voir bah, ce qu'il est capable de faire maintenant sur un ring. Je pense que ça va être très élémentaire, des moves de big men qui vont être assez impactants. On lui demande pas de toute façon de faire des sauts chassés ou des, euh, ou des standing moonsaults, hein, ou des shooting star press évidemment, mais il va être assez basique et efficace. Je pense qu'on pourra lui faire confiance. Euh, voilà, on a bien vu Shaquille O'Neal pour ses débuts qui avait été très décent. Donc je pense que Homos, qui a plus d'expérience même dans le catch que Shaquille O'Neal, va être capable quand même de faire quelque chose de décent. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Et je serais même pas étonné qu'il fasse le pin victorieux sur peut-être plus Xavier Woods, puisque Xavier Woods ayant gagné 2 fois là, une fois par DQ et une fois par pin. Donc je pense qu'il serait peut-être le plus le candidat pour prendre le pin sur Homos. Voilà, pour que Homos déjà ait son WrestleMania moment. C'est quand même pas mal d'être accompagné d'AJ Styles à WrestleMania pour son premier combat de catch à la télévision, enfin devant du public. C'est quand même pas mal quoi. Parce que sinon il avait fait des live shows, des live events à NXT, mais on les a pas vus nous. Donc là c'est vraiment sa première vraie exposition. Et donc Jordan Omokbein, comme son vrai nom, bah, on attend de voir. Hein, il est d'origine nigériane, hein, on en reparlera du Nigeria, hein, qui est décidément très mis à l'honneur dans ce WrestleMania d'ailleurs. Euh, et je pense qu'il va prendre le titre avec AJ, quoi.
Voilà. Et ça va changer aussi, c'est toujours pareil, pour que les New Day perdent et récupèrent plus tard les titres pour qu'ils continuent de gonfler leur palmarès. Parce que c'est un peu un running gag ça aussi. Les New Day qui gonflent leur palmarès tag team. Voilà quoi. Donc ça va aller jusqu'à je sais pas combien quoi. Donc ils vont continuer, ils vont battre des records. Et je pense que c'est aussi l'idée. Donc pour moi, changement de titre dans ce match. Match suivant, Bianca Belair contre Sasha Banks. Donc l'un des gros matchs de la soirée qui pourrait même être le main event. Ou le match d'opener. Enfin, ça peut être parce que ils veulent marquer le coup. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure en introduction, ils veulent marquer le coup pour l'opener. Donc ils vont pas, vu qu'il n'y a pas de match de kick-off, donc ça va sûrement être un gros match en opener. Donc je pense que ça peut être soit celui-ci, soit peut-être même directement le Lashley McIntyre. Je serais pas étonné qu'il fasse un gros match d'entrée. Mais en tout cas, ça sera un gros privilège pour ceux ou celles qui vont entrer sur le ring en premier. Hein. Même les New Day, hein, peut-être aussi, ce sera peut-être un beau cadeau pour eux. Ça pourrait être une bonne idée d'opener. Mais Belair Banks, je serais pas surpris que ce soit le main event en fait, et qu'on mette Lashley McIntyre en opener. On en parlera tout à l'heure. Donc voilà, donc pour moi, ça sera peut-être le main event, même si, il faut le dire, le build-up n'est pas du tout à la hauteur d'un main event de WrestleMania, il faut le dire, mais c'est la gagnante du Rumble face à la championne de SmackDown, donc ça a quand même un certain prestige sur le papier, mine de rien, mais c'est vrai que ça a été booké avec le cul. Reginald, les tag teams, enfin Jax Baszler qui se sont introduites là-dedans, c'est vraiment affolant de pas les avoir laissées l'une face à l'autre se faire des promos, se déchirer, se regarder, hein, l'une qui est en train de faire un match, l'autre qui est aux commentaires, s'attaquer mutuellement, s'envoyer des pics, mais faire ça pendant depuis la fin du Rumble jusqu'à maintenant. Pendant 2 mois, vous faites ça. Et puis voilà, c'était pas compliqué à faire, mais vous avez joué la montre. Vous avez fait du remplissage avec les tag teams, et puis voilà. Il n'y avait pas besoin de faire ça pour foutre la merde entre les deux. Il y avait tellement mieux à faire et plus simple à faire. Donc que Banks, voilà, qui reproche à Belair, enfin, qui lui dit qu'elle est fautive sur la perte du match à Fastlane, qui lui a donné une grosse baffe. Belair qui a même pas répliqué, qui a préféré montrer le signe faiblement, là, le signe du logo de Mania. C'était n'importe quoi ce passage-là. Bref. Maintenant, bon, bah, enfin, elles ont été débarrassées de Jax Baszler et de Reginald. Donc là, c'était un poil meilleur. Au moins, ça tournait autour des deux et rien d'autre. Donc ça se regarde. Voilà, bah, on a vu l'autre fois Banks qui regardait le match du Natalya Belair. Belair au passage a giflé Banks donc pour répondre à sa gifle de Fastlane et remonter sur le ring. Et hop, KOD, victoire sur Natalya. Voilà. Mais c'est trop tard, et c'était toujours un peu les mêmes phrases. I'm the B-E-S-T, the E-S-T, même the B-E-S-T. L'autre qui dit I am the boss, the blueprint, the standard, etc., etc. C'est toujours les mêmes phrases. Et l'autre qui la traite de rookie, hein, donc Banks qui traite Belair de rookie. Et voilà, c'est juste ça, hein, c'est très très minimaliste. Hein. Elles n'ont pas grand chose d'autre à dire. Et voilà, bon. Le match peut être pas mal, même si pour moi, je vous le disais déjà, je la trouvais un poil green pour être main event de WrestleMania, enfin, en tout cas d'avoir un match de championnat Mania et gagner donc le Rumble. Je pense que ça aurait plutôt mérité d'être fait plutôt un an après, donc dans un an. Là, ça me semble un poil trop tôt. Elle a encore des choses à améliorer parce que là, le dernier match, là, elle a affronté Carmella. Oui, le match contre Natalya, c'était 2 semaines si je me trompe pas. Et oui, elle a affronté Carmella vendredi dernier et le match était pas bon. Le match était pas bon, ça a botché. Alors il y a une grosse lariat. Là, c'est sûr que sa corde à linge était très impactante sur Carmella. Mais sinon, il y a un saut chassé qui est pas beau, qui est parti au niveau du genou, donc sans amplitude. Et il y a surtout son KOD où Carmella atterrit sur les genoux, quoi, au lieu d'atterrir sur la tête. Donc c'était pas beau. Pas crédible, donc il y a encore beaucoup à faire, beaucoup à améliorer et à parfaire. Mais voilà, je vais faire confiance à Sasha Banks et à toute son expérience pour vraiment porter Belair et la mettre en avant, mais que Belair puisse aussi faire ses moves et être
propre sur le ring et apporter aussi sa dose de charisme et donner vraiment, du grain à moudre à Sasha Banks, hein, et qu'elle lui donne lui rende l'appareil, quoi. Et voilà, je vois un vrai fight, et que Belair mérite son titre, quoi. Qu'elle aille chercher son titre, mais qu'elle aille le mériter, qu'elle aille le chercher. Et puisque c'est mon pronostic, victoire de Belair, je pense qu'ils vont le faire. Voilà, bon bah Sasha Banks, elle a pris le titre à Hell in a Cell, donc bon, ça fait 6 mois, donc c'est quand même déjà pas mal. Là, elle a pas eu un petit run, hein, comme elle a pu avoir dans le passé. Là, Banks, elle a eu un run qui aura duré longtemps, même s'il était assez transparent, il faut le dire, puisque finalement, ça a surtout tourné autour de Carmella, et ensuite Belair et les tag teams qui tournaient autour, et c'est tout. Donc son titre, son règne individuel, donc de championne de SmackDown, était très très terne à Sasha Banks, hein. C'est triste, hein. Donc le build-up avec Belair n'a pas aidé non plus, quoi. Ça n'a pas amélioré les choses. Donc voilà, victoire de Belair. Je pense qu'ils vont le faire. Je pense qu'ils vont le faire. Pour moi, c'est un peu tôt, mais un peu trop tôt, mais je pense qu'ils vont le faire. Que c'est le but recherché pour avoir à nouveau la belle histoire et le happy ending. Et c'est pour ça que je pense que ça peut faire le main event de Mania. Ça ne le mérite pas au vu du build-up, mais je pense que sur la carte, ils vont le placer. Ils peuvent le placer là pour que le public soit content. Enfin, j'espère en tout cas qu'il va bien réagir et soutenir Bianca Belair avec la ceinture, avec sûrement beaucoup de larmes. Déjà, on l'a vu, hein, quand elle a gagné le Rumble, elle était très émue, Belair. Donc je pense que là, si elle gagne le titre, ça va être encore pire. Peut-être même qu'on verra Montez Ford arriver sur le ring pour un gros câlin sur le ring. Voilà, là, ça serait une belle façon de finir la première nuit avec des feux d'artifice. Et voilà, ça peut être une idée parmi tant d'autres de finir le show. J'attends aussi des belles entrées, parce que Sasha Banks en général elle fait des entrées assez stylées, hein, on se rappelle de Snoop Dogg bien sûr. Belair aussi, je pense qu'elle peut faire une très belle entrée aussi, très prestigieuse on va dire, très classe, un peu matu vu, hein, bien sûr ça va dans le style de la fille, même comme Banks, hein, d'ailleurs, les deux sont un peu dans le même genre, dans le même registre. Donc voilà, j'attends aussi des entrées. Voilà, donc pour moi, victoire de Belair. Et on va passer donc au dernier match, Lashley, de la nuit 1, hein, Lashley McIntyre, qui pour moi donc sera peut-être plus l'opener, par surprise, mais évidemment, je pense qu'ils veulent marquer le coup pour les premiers hommes, ou les premières femmes, en tout cas les premières personnes qui vont rentrer sur le ring, donc je pense qu'ils sont... C'est pas impossible qu'ils mettent ce match en opener. Et là, on se rappelle bien sûr du Lesnar-Rollins qu'ils avaient fait en opener, donc ils en sont capables. Et donc... ce match qui c'est malheureusement en toile de fond de cette feud, il y a la fin du Hard Business que je déplore évidemment. Je trouve que c'est du gâchis, un gâchis total. Ce clan avait de la classe, c'était l'une des meilleures choses de la VVE l'année dernière, c'était une belle création et ça aura duré un an à peu près. Et mais de ce qui se dit, c'est Vince qui a eu cette décision, qui a pris cette décision. MVP et Bobby Lashley sont allés le voir eux-mêmes pour le dissuader de le faire, mais il en a évidemment, on connaît la tête dure de Vince, et il a dit non, je n'en veux plus, je veux juste Bobby Lashley champion avec MVP, c'est tout ce qui m'intéresse, et Benjamin Alexander, ce sont des larbins, et ils ne m'intéressent pas, et mais je garde toujours dans un coin de ma tête le fait il y a dû avoir un problème en interne. C'est pas possible, parce que on se souvient qu'il y avait eu déjà un souci l'année dernière avec Alexander, qui n'aurait pas respecté une consigne de Vince, qui avait beaucoup énervé Vince, ce qui expliquait justement le peu d'exposition d'Alexander l'année dernière. C'est vrai qu'il n'a pas été très gâté l'année dernière, Alexander, mais il avait mangé son pain noir, et puis il était revenu petit à petit, avec le Hard Business notamment. Mais là, c'est incroyable quoi. Ils ont perdu les titres par équipe contre les New Day, comme je vous disais. Et puis après, c'est patatras quoi. Patatras. Ils ont un 2 contre 1 en handicap match contre Drew McIntyre. Paf paf. Ils se font humilier par Drew à 2 contre 1. Alexander et Benjamin aussi interviennent à l'extérieur pour distraire Sheamus, parce qu'il y avait Sheamus contre Lashley, sauf que il a gagné Lashley bien sûr, mais ça n'a pas plu à Lashley et ni à MVP. Du coup, c'est là les deux ont engueulé Alexander et Benjamin en disant mais on n'a pas besoin de vous deux là, moi je peux m'en sortir par moi-même, ça me fait paraître faible, ça me donne l'impression que je suis pas capable de battre Sheamus par moi-même, ce qui est vrai. Et
Et là, Lashley est parti dans le vestiaire. Là, il est allé voir tous les jobbers 24/7. Là, la Lucha House Party, Ricochet, Tozawa, Gulak, Carrillo. Et là, il leur a dit, bon ben, le premier qui a les couilles là de venir s'en prendre à Drew et de le détruire là, et ben avant Mania, celui qui arrivera à le faire, et ben il aura le droit à un match de championnat face à moi. Voilà. Donc n'importe quoi. Donc Lashley qui disait juste avant à Alexander et Benjamin, j'ai pas besoin de vous, je peux m'en sortir par moi-même. Voilà. Et là, juste après, il dit ah bah j'aimerais bien quand même que quelqu'un s'occupe de McIntyre avant mon match quoi. Ah oui, mais c'est ok, donc tout est son contraire. Tout est son contraire dans le même segment. Donc là, Lashley, maintenant, tout à coup, il a besoin de quelqu'un d'autre pour faire le sale boulot. Le gars, il est pas assez fort, il est pas assez puissant, il est pas assez booké fort comme ça. Il a vraiment besoin d'avoir un jobber 24/7 pour faire ce boulot. Et évidemment, la semaine dernière, on a vu l'énorme locker room avec Drew qui... C'était pathétique. Personne ne voulait s'en prendre à McIntyre. Personne. Et personne n'a eu l'idée de faire alliance pour s'en prendre à 3, 4, 5, 6 contre 1, 6 contre 1 sur lui. Personne. Comme si personne, même le titre VVE, avoir une chance contre Lashley, ça n'intéressait personne. Donc, ils avaient peur de McIntyre, même à 5, 6 contre 1. Ils voulaient même pas tenter un plan, une stratégie pour essayer de ressortir vainqueur de ça et de voir au moins une chance contre Lashley. Non, non, non. Ils étaient comme ça, l'autre sur son portable, rien à foutre. Rien à foutre de Lashley, rien à foutre de McIntyre, laissez-nous tranquilles. Même Braun Strowman, qui était assis là, il y a Drew qui dit, bah alors, Braun, bah il dit, non, là je suis assez occupé avec Shane McMahon, mais bon, si tu en ressors encore champion, si tu prends la ceinture à WrestleMania, là on verra à ce moment-là. N'importe quoi, donc Braun aussi, il en a rien à foutre. Là il y a Carrillo, il va le dingue. Il le voit valdaguer, McIntyre. Après, il y a Garza, qui est le seul à avoir tenté une micro-attaque dans le dos. Il s'est fait vite renvoyer, pouf, par-dessus sur un canapé, hop, ça s'est retourné. Gulak, boum, il se prend un Glasgow Kiss. Il n'y avait plus que Ricochet, là. Il vient voir Ricochet. Il dit, ah ouais, on se connaît depuis longtemps. Là, tu pourrais t'intéresser, non, voilà, pour m'affronter, là. Bon ben voilà, et puis bon ben ils se sont affrontés la semaine dernière, et puis il l'a affronté, et puis il l'a évacué très très rapidement, Eric Ricochet malheureusement, on s'en doutait. Et dans la foulée, il y a Ali, qui attaque McIntyre, et on enchaîne avec un deuxième match, donc un deuxième match, encore du remplissage, donc après Ricochet, Ali, et Ali s'est fait aussi démolir, et on a vu Lashley qui est arrivé derrière, juste après, et là, donc une promo, les deux commencent à être un peu physiques, hein, évidemment. Et puis là, tout à coup, from out of nowhere, Baron Corbin arrive. Baron Corbin from SmackDown arrive à Raw pour s'attaquer à Drew McIntyre. Et du coup, Lashley en profite derrière pour lui porter, je crois, 3 Hurtlocks consécutives. Et c'était comme ça qu'on avait clôturé le Raw précédent de la semaine dernière qui était affreux. Baron Corbin, mais que vient-il faire là ? C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Je pense que l'idée derrière tout cela, maintenant je vais vous donner mon impression, je déplore évidemment la fin du hard business et ce qu'ils en ont fait, mais je pense que le hard business était devenu assez populaire auprès des fans, il avait acquis une certaine popularité, et je pense que c'était pas le but, et que Vince n'aimait pas ça, et il a voulu justement qu'il y ait vraiment que Lashley et MVP passent vraiment pour les heels de service, et on leur a collé Baron Corbin sur le dos parce que évidemment Corbin, à chaque fois qu'il arrive sur le ring, il se fait huer. Alors lui, c'est vraiment la hit assurée, c'est la hit très facile, hein. Il y a Brian, lui c'est dès que t'as Brian, t'es sûr d'avoir de la grosse pop et d'avoir du soutien, mais Corbin c'est un peu l'inverse. Donc ils ont sorti un peu l'arme facile, l'arme pour avoir de la hit facile, c'est Corbin. Donc forcément, pour que Lashley soit le plus heal possible et le moins soutenu possible, eh ben on l'a foutu Corbin un peu avec lui, et pour que McIntyre se récolte évidemment le plus de soutien derrière, quoi. Je pense que c'était ça l'idée, hein, tout simplement. Donc il y a une très très belle promo de Drew hier, hein, assez émouvante, puisque il a comparé Lashley à lui-même, hein, en parlant des sacrifices qui étaient faits par l'un et l'autre. Ils ont une carrière assez similaire finalement, 16-17 ans de carrière, et
lui, il parlait de Lashley en disant, mais lui, t'as fait quoi comme sacrifice? C'est de voyager tout le temps, de louer des bagnoles, prendre l'avion régulièrement, et puis après tu rentrais chez toi et tu te la coulais douce. Mais moi, jamais il dit ça comme s'il connaissait la vie intime de Lashley. Qu'est-ce qu'il en sait qui se la coulait douce? Enfin bref, c'est pas grave. Enfin, après il dit, moi, je pouvais pas rentrer à la maison quoi. Moi je me cassais le cul là. Je me cassais le cul et puis je pouvais parce qu'au Royaume-Uni, enfin en Écosse, il y avait toute ma famille, mes habits là, que j'ai laissé tomber. Il y avait même ma mère. Donc ça, il a commencé à craquer, mais il a réussi à tenir le coup. Il commençait à craquer en parlant de sa mère, qui est malheureusement décédée depuis, mais qui était en chimiothérapie à cette époque, et qui lui disait non, 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 je t'interdis de revenir vers moi, enfin de revenir à la maison, sinon je te botte le cul. C'est ce que disait sa mère. Et il dit poursuis tes rêves, tout simplement. Et ses rêves, c'était d'aller à la WWE et de devenir un champion de la WWE. Donc il a réalisé ses rêves. Voilà, c'est ce qu'il racontait. Donc pour moi, voilà, ça c'était sa définition du sacrifice. Qu'il a comparé avec celle qui serait associée à celle de Bobby Lashley. Et voilà, donc il lui a dit qu'il allait lui buter le cul évidemment à Mania. Et donc il a fait une promo très vraiment très convaincante et très émouvante aussi. Et donc Lashley MVP sont arrivés. Bon voilà, t'as fini de parler, c'est bon, t'as fini 5 minutes. Là, c'est le moment de l'ère du Tout-Puissant, hein, la Almighty Era. Voilà, mais tout le monde là dans les vestiaires a peur du guerrier écossais, mais lui, il a vu la peur dans les yeux de McIntyre la semaine dernière. Pour la première fois, il a vu la peur. Il l'a vu trembler même quand tu lui as porté le Hurt Lock. Et à WrestleMania, la même chose va arriver. Et McIntyre ne pourra rien faire. Voilà, et puis McIntyre il dit ouais, tu joues le dur là, mais t'as eu quand même besoin d'aide hein, pour t'aider quoi. Donc avec Corbin là. Mais il dit on pourrait se battre maintenant là, on pourrait se battre maintenant. Ça commence ça monte en pression. MVP dit oh, ça fonctionne pas comme ça. Samedi, dans 5 jours, c'est WrestleMania. Hein, c'est le jour où McIntyre va perdre sa dignité, va perdre sa conscience et perdre le match. McIntyre ensuite il dit que c'est vrai, il pourrait tout abandonner là, il pourrait devenir un chauffeur Uber, un livreur Amazon. Et puis voilà, mais il préfère pas faire ça. Il va à la Mania, il va passer Lashley, détruire Lashley pour retrouver son titre. Et MVP dit qu'il part beaucoup, alors que peut-être qu'il pourra même pas arriver à WrestleMania en entier. Et c'est là que Corbin arrive pour dire ah t'as vu ce que j'ai commencé la semaine dernière à Drew, il dit ça à Drew, t'as vu ce que j'ai commencé la semaine dernière, et ben maintenant je suis venu pour finir ça ce soir. Et il y aura pas de WrestleMania pour toi, Drew McIntyre, t'auras pas de match de championnat. Face the facts. Voilà, vois la réalité en face et je vais te botter le cul. Et donc dans le main event, hein, un long match quand même d'à peu près un quart d'heure. Donc McIntyre a battu Corbin hier avec MVP qui était au commentaire. Une plutôt décente prestation d'ailleurs de la part de Corbin hein, qui a fait ça. C'est-à-dire ses 2-3 moves cool habituels, mais voilà avec une hit assez chiante comme d'hab. Et MVP, bon c'est parti en couille à la fin. Il a donné sa canne. MVP à Corbin en lui disant je veux pas seulement que tu le battes, mais je veux aussi que tu le détruises, que tu l'élimines. Take him out. Lui a-t-il dit, et finalement distraction, esquive de Drew McIntyre, Claymore, un énorme Claymore dans la gueule de Corbin, 1, 2, 3, victoire de Drew bien entendu, et on termine avec un face-off, Lashley qui arrive sur la rampe, regard avec Drew, et voilà, rien d'autre, bon, pas de baston, rien, ils auraient pu se faire peut-être une dernière baston, c'est dommage. On terminera le Raw d'hier soir sur un regard entre les deux. Voilà où on en est. Le pronostic pour moi c'est pas si simple parce que Lashley il a été booké très 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 fort avec sa Hurt Lock qui a détruit tout le monde. C'est pour ça que c'est pas facile. Maintenant je pense que la fin du Hurt Business est en train de va sûrement être un élément de scénaristique parce que comme je vous disais, oui, je déplore donc ce dépouche de Benjamin Alexander, donc qui se retrouvait à perdre à 2 contre 1, donc dans un handicap match contre Drew. Et les deux se sont fait battre hein, par Drew. Et il y avait quand même une stipu. Si Drew battait les deux, et Alexander et Benjamin étaient banned from ringside à Mania. Ça, c'était la stipu initiale avant que le Hurt Business n'explose la semaine dernière. Donc évidemment, cette stipu ne tient plus. Donc Benjamin Alexander ne sont plus banned from ringside, donc je pense que ça peut donner une ouverture pour qu'ils finalement ils interviennent, puisque Alexander a quand même
bien menacé MVP hier backstage, hein, et en disant qu'il aimerait bien il a hâte de voir McIntyre justement péter les dents de Lashley, hein, parce qu'il l'a quand même bien menacé. Il avait même dit qu'il allait faire ce qu'il peut pour, en gros, donner encore une autre éraflure ou cicatrice à la gueule de Lashley dans leur match d'hier soir, hein, puisque Lashley avait éliminé Benjamin la semaine dernière, et là éliminé Alexander. Donc les deux évidemment se prennent rouste sur rouste. Et non seulement donc ils étaient bannis du match de WrestleMania à ce moment-là, hein, après avoir perdu le handicap match, et puis là ils se sont retrouvés dans la bataille royale d'André le Géant de vendredi là. Ils sont dedans. Donc comment être dépouché autant en si peu de temps, avant Mania en plus, juste dans la road to WrestleMania, c'est quand même incroyable. Ils étaient champions par équipe. Ils se retrouvent dans la bataille royale d'André le Géant. Et ils s'étaient retrouvés bannis du ring à Mania même. Alors, heureusement qu'il n'y a plus cette stipulation, du fait du split de leur business. Donc je pense qu'ils vont intervenir et qu'ils vont protéger la défaite. Parce qu'il va bien falloir protéger Lashley. Et je pense qu'ils vont intervenir pour faire gagner McIntyre. Ça serait logique. Parce que s'ils faisaient un twist, un énorme twist, et que finalement leur business se reformait, alors certes je serais content, mais ça n'aurait absolument aucun sens. Aucun sens. Hein, évidemment, surtout presque ce qu'on a vu à Raw. Donc pour moi le hard business est terminé. Même si MVP sur Twitter il recrute, hein, il a ouvert éventuellement un nouvel hard business peut-être. Peut-être autour de Keith Lee, pourquoi pas, un Ricochet, ou voilà, peut-être de nouveaux noms, peut-être pourquoi pas une femme. Voilà, ça peut changer, on sait jamais. Keith Lee aurait du sens peut-être, parce que Keith Lee pourrait arriver, parce qu'il faudrait bien falloir qu'il fasse son retour. Keith Lee, pour se retourner contre McIntyre et tourner heel. Ça pourrait être une idée. Donc on verra bien. Mais en tout cas, le hard business tel qu'on l'a connu n'existera probablement plus. Et c'est bien dommage. Donc voilà, je pense que c'est un élément suffisant, Benjamin Alexander, pour dire que Lashley va perdre. Et en plus, un autre élément, refaire devant du public ce que Drew n'a pas pu faire l'an dernier. Voilà, sa fameuse pop devant du public. Voilà, je pense que c'était que Lashley après la ceinture dans l'intervalle pour que Drew soit à nouveau dans la position de chasseur, exactement comme l'année dernière face à Lesnar, pour qu'il prenne la ceinture et que le public enfin l'acclame comme ça aurait dû être fait l'an dernier. Je pense que c'est ça l'idée. Plus donc l'histoire autour du hard business qui se déchire. Je pense que tout cela suffit à pronostiquer la victoire de McIntyre. Qui le mérite. Hein. Alors oui, c'est vrai que bon, Lashley, vu qu'il était booké fort et tout, on pourrait se dire il mériterait quand même d'avoir un run un peu plus long que ça. Mais bon, c'est pas fini. Hein, il peut toujours le reprendre plus tard. Mais je pense que là, Mania, les circonstances font que je pense que Drew devrait pouvoir s'imposer. Drew devrait pouvoir s'imposer et devenir quand même déjà, s'il le fait, 3 fois champion de la WWE hein, en un an. Hein. Ça serait quand même pas mal. Voilà donc pour le pronostic. Et on va passer tout de suite à la nuit 2 parce que la vidéo dure longtemps. La nuit 2 donc qui est pour moi la nuit la plus intéressante. Et on va passer directement donc au match féminin. Donc on ne sait pas encore qui. Jax Baszler contre vacante numéro 1 et vacante numéro 2. Hein, deux silhouettes. Donc on ne sait pas. Évidemment je vais rester sur les filles que vous disiez tout à l'heure. Donc je vais rester sur Carmella et Billie Kay. Parce qu'il y a une histoire entre Carmella et Reginald. Voilà, pour moi, ça s'écrit. Et je pense que, si c'est pas elle, je pense que, quoi qu'il en soit, il va y avoir un changement de ceinture. Jax Baszler, je pense, vont perdre, parce que ça fait longtemps qu'elles sont championnes. Et il faut tourner un petit peu, là. Ça devient long. Et puis bon, Baszler, incroyable. Ça devient un running gag. Hein. C'était comme Lana sur la table. Baszler qui se prend un roll-up. Je crois que c'est arrivé, 6 fois. C'est incroyable, incroyable. Roll-up, 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 roll-up. La semaine dernière, elle l'a fait rien que 2 fois. 2 fois dans la même semaine. 2 fois dans la même semaine. C'est quand même incroyable. Naomi et Natalia, quoi. Naomi à Raw et Natalia à SmackDown. Pouf, roll-up, quoi. Incroyable, Baszler, qui se prend tous les pins. Du coup, on a envie de se dire, à nouveau, elle va prendre le pin, là. Hein, elle va encore se prendre peut-être encore un roll-up. Ça va être bien drôle. Et Reginald va peut-être encore agir là-dedans. Parce que forcément il va agir là-dedans, vous voyez bien qu'il est sur le visuel, donc il va forcément agir. Maintenant, il va peut-être retourner du côté de Carmella et devenir finalement à nouveau son sommelier. Bon, j'y crois pas trop ça. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire de lui d'ailleurs. Bref,
Ça me fait un peu peur. Mais le match me hype pas du tout. Aucun match de toute façon, hein. Quels que soient les adversaires, je ne suis pas hypé. À moins vraiment d'avoir genre un Bailey Charlotte. Eh, éventuellement, mais je crois pas du tout en une telle équipe. Donc je donne la victoire à Carmella et Billie Kay. Voilà. Et je vous donne carrément l'équipe qui va gagner le Gauntlet et qui va devenir championne. Voilà, ça serait une équipe assez improbable, mais pourquoi pas. Allez, on va passer maintenant au match suivant. Sami Zayn contre Kevin Owens, avec, on sait, Logan Paul, hein, le fameux Logan Paul, le YouTuber qui a euh, plus de 20 millions d'abonnés sur YouTube, hein, donc un énorme influenceur, qui sera l'invité de Sami Zayn. J'ai longtemps cru qu'il serait le special guest referee. J'ai eu un peu peur qu'il le soit. Maintenant, il reste encore un SmackDown et c'est pas impossible qu'il le soit quand même au final. Mais pour l'instant, il est invité. Il a accepté, hein. Donc c'est la star de la nuit 2, hein, après Bad Bunny dans la nuit 1. Et évidemment, tout tourne autour de ce documentaire de théorie du complot dont Sami Zayn a livré un trailer qui était plutôt sympathique d'ailleurs, il était plutôt marrant ce trailer. Toute cette théorie du complot, les platistes aussi d'ailleurs, un petit tacle à AJ Styles au passage, et un trailer. Maintenant, j'aimerais bien voir le documentaire en entier, quoi. Carrément, quoi. J'aimerais bien le voir en entier, moi, carrément, ce truc. Bref, on le verra peut-être à Mania ou dans un documentaire sur le network, on verra bien. Mais bon, la feud n'est pas très intéressante en soi, même si c'est Owens contre Zayn, ça peut faire plaisir à beaucoup de fans. On parlait de Castagnoli, Tyler Black, de Rollins Cesaro, mais là aussi, Ring of Honor aussi, enfin voilà, El Generico, Kevin Steen, hein, les deux, hein, ils ont fait des matchs, hein. Voilà, c'est une amitié euh, qui date de très 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 longtemps, hein. Les deux, alors là, se connaissent absolument sur le bout des doigts, quoi. Donc c'est forcément une affiche qui va faire plaisir à beaucoup de fans. Moi, je suis un peu plus sur la retenue parce que on sait très bien comment est traité Sami Zayn maintenant. Il a un rôle de feignant, enfin de lâche. Il fuit le combat, il agit en traître, par derrière. Il essaye toujours de ruser, utiliser les cordes, menotter. Enfin voilà, il utilise toujours des petits stratagèmes. Et c'est pour ça que moi, malheureusement, je suis pas aussi enthousiaste que beaucoup de fans qui disent ah Zayn, Owens, ils vont voler le show, ça va être super. Bah non, moi malheureusement, je suis pas sur cette ligne de conduite. Alors évidemment, ils peuvent faire très bien, ils peuvent faire un super match. Évidemment qu'ils en sont capables. Mais moi, c'est surtout comment va être construit le match. C'est ça qui m'inquiète. Et puis il y a Logan Paul qui va forcément avoir son rôle à jouer, qui va sûrement peut-être. Moi, je le vois bien donner un coup de poing à Sami Zayn, puisque avoir son WrestleMania moment, hein, un peu comme Tyson quand il avait donné un coup de poing à Shawn Michaels, bah là ce serait Logan Paul a fait un combat de boxe, hein, contre KSI, là, ce fameux combat qui avait fait beaucoup de buzz, qui est d'ailleurs d'origine nigériane, KSI aussi, hein. On retrouve encore le Nigeria. Il avait perdu d'ailleurs Logan Paul, mais donc il peut faire un coup de poing, voilà, en tant que petit boxeur, on va dire. Il peut faire un coup de poing à Sami Zayn. Je le vois pas, je vois plus faire le face, je vois pas trop faire le heel et s'en prendre à Kevin Owens. Je serais un peu surpris. Maintenant, on verra bien le Go Home Show là, de vendredi, peut-être qu'on aura un petit peu plus d'éléments. Logan Paul est plus pour l'instant dans la position du gars qui est un peu sceptique par rapport au documentaire et au trailer de Sami Zayn, parce que Sami Zayn l'a appelé puisque c'est un grand influenceur, beaucoup d'abonnés, du coup il avait envie que aussi Logan Paul le soutienne, Sami Zayn, dans son combat, et lui donne aussi un peu de conseils, son avis sur le trailer. Sauf que Logan Paul, lui, il parle de Kevin Owens qu'il a croisé backstage. Et voilà. Et en disant, bon, Kevin Owens, en fait, il a dit que bah, tu étais encore dans ton monde parallèle, là, dans ton monde alternatif, et t'es complètement parano, mon gars. Voilà, quoi. Et Sami Zayn l'a très, très mal pris. Il dit, non mais, j'en ai rien à foutre de Kevin Owens, de ce qu'il pense. C'est ton avis que je veux, moi. Et il commençait à le dire, il dit ah c'est plutôt convaincant, mais je pense que tu pourrais améliorer deux trois trucs et tout. Et puis bon baf derrière Kevin Owens qui l'attaque dans le dos, qui lui dit deux trois mots doux, qui lui donne rendez-vous à WrestleMania. Mais au passage Kevin Owens s'en va en repoussant légèrement quand même Logan Paul. Donc attention,
ce petit geste pourrait avoir son sens. Attention à ce que Logan Paul aussi ne se retourne pas contre Kevin Owens, même s'il a l'air d'être plutôt face pour l'instant dans l'histoire. Mais à voir, parce que c'est vrai il a beaucoup de casseroles, Logan Paul. Hein. Ces histoires de... Il avait filmé un gars qui s'était pendu dans une forêt au Japon. Il incitait des gens à ingérer de la lessive. Il a tasé aussi des rats morts. Enfin bref, il a quand même pas mal de casseroles sur le cul. Donc je suis pas sûr qu'il soit d'ailleurs très apprécié. Enfin, qu'il va avoir une grosse pop quand il va arriver sur le ring, enfin aux alentours du ring. Ça sera à voir. Donc pas sûr qu'il ait le statut de face, en tout cas aux yeux du public. Donc on verra bien. Mais je pense quand même qu'il va coûter la défaite de Sami Zayn. Et du coup je pense que Sami Zayn va perdre. Et que c'est Kevin Owens qui va l'emporter tout simplement parce que je pense que ce sera une façon de le remercier aussi pour tout son travail, notamment cette longue histoire avec Roman Reigns, où il a quand même il a perdu à chaque fois. Hein. Bon, très souvent de façon très protégée, mais il a donné son corps à la science. Il a quand même toujours livré la marchandise dans ses matchs. TLC, le Steel Cage match, Royal Rumble. Et je pense que ce sera une façon de le remercier, lui donner une victoire comme ça à Mania. Et puis évidemment, bon, il y a toujours cette histoire de bateau, le spot du bateau. Je suis pas sûr qu'il va le faire parce que là, bon, le match est parti pour être un match simple. Donc le bateau, pour avoir le temps de faire ce spot-là, il faudrait que ce soit un match no DQ, no count out. Pour l'instant, on n'en prend pas le chemin, à moins qu'il rajoute une stipu, mais pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de stipu comme ça, on peut pas avoir le spot du bateau a priori. Hein. Donc, je pense que c'était quelque chose qu'il rêverait de faire. Owens, mais je pense que c'est mal parti pour ça. Le match, voilà, on verra bien, on le jugera quand il aura lieu, mais pour l'instant, je reste mesuré juste par rapport au personnage de Sami Zayn, qui est vraiment rendu comme un peu un comedy wrestler, et un heel vraiment insupportable, complètement détestable, et hypocrite, et complètement parano, voilà, et qui fuyard en plus, bref, voilà, mais qui maintenant gesticule dans tous les sens. C'est un peu con pour le Zayn qu'on a connu, évidemment, par rapport au talent de catcheur qu'on lui connaît. Maintenant, il est en tant que dans son personnage, on va dire, dans le personnage qu'il campe, il est assez convaincant, il est plutôt efficace, il le fait bien. Hein, c'est pas le problème, il le fait plutôt bien. Mais c'est juste que c'est un peu un gâchis par rapport à ses capacités in-ring et ce qu'il pourrait produire face à Owens. Et malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on va avoir droit à ce match. C'est pas takeover. Si c'était takeover, j'aurais pas de doute, j'aurais pas d'inquiétude. Mais là, on est à WrestleMania, on est dans un show du main roster. Voilà, avec en plus Logan Paul autour. Voilà, qui va sûrement avoir son rôle à jouer. Bref, je suis très sceptique pour ce match, mais en tout cas, victoire de Kevin Owens. Allez, match suivant. Riddle, le champion des États-Unis contre Sheamus. C'était un match que j'avais appelé de mes voeux. Hein, vous souvenez, il y a un mois dans ma review de Fastlane, où je disais, bon bah Sheamus, maintenant, il y a deux options pour lui. Soit il affronte Keith Lee, qui serait de retour, et on ressortirait l'histoire, comme quoi, voilà, Keith Lee pourrait dire, ah bah voilà, je t'avais dit, hein, j'avais prévenu Drew McIntyre, que Sheamus t'allais la lui faire à l'envers et que t'allais te retourner contre Sheamus. Contre Drew McIntyre. C'est ce que effectivement Sheamus a fait. Mais bon, malheureusement, Keith Lee s'est absenté pour diverses raisons. Là, actuellement, il est blessé, mais on n'a pas vraiment beaucoup plus d'indications. Ça a l'air un peu assez mystérieux. Et donc, ils n'ont pas fait ça. Et la deuxième option que je vous avais donnée, c'était le titre des États-Unis de Riddle. Donc, je suis content qu'il l'ait fait. Ce que je trouve juste bête, c'est que il a d'abord affronté Riddle. Il l'a affronté à Raw. Hein. Ils se sont affrontés. Il l'a battu, mais dans un match qui était compétitif, quoi. C'était pas un match protégé où on nous en a gardé sous le coude ou quoi que ce soit. Non, 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 c'était un vrai match disputé qui était vraiment pas mal. Euh, et avec alors un petit peu de tricherie parce qu'on a vu qu'il y avait un coup qui était un peu bas et il lui a porté un coup de pied un peu bas et un coup de genou là, poum. Donc c'est comme un brogue kick mais avec le genou quoi, un brogue knee, comme on pourrait dire. Et il s'est imposé comme ça. Et donc, il s'est adjugé un match de championnat des États-Unis. Et donc, ce coup un peu bas, bon, je pense que Riddle, du coup, l'a mal pris. Il a repoussé Sheamus après. Voilà. Mais le build-up est assez light. Hein. Tout est parti d'un segment backstage où Riddle était avec sa trottinette. Sheamus est arrivé.
il lui a pris sa trottinette, voilà, et il faisait le genre le gars intéressé, savoir comment est-ce qu'on s'en servait, et puis évidemment, boum, coup de trottinette dans le bide, ça a commencé comme ça, voilà, et donc il y a eu ce match dont je viens de vous parler, et là, bon bah hier, il y a Ali qui a affronté Riddle, Sheamus est venu aux commentaires, un match assez compétitif aussi, Riddle l'a bien sûr emporté, et Sheamus est resté juste, il s'est mis debout sur la table des commentateurs, pour regarder Riddle qui lui a fixé aussi Sheamus du regard juste avant de porter son Broderek et il s'imposait, hein, il a pointé son doigt vers lui là, voilà, le rendez-vous est pris. Ce que je trouve juste étonnant, effectivement, c'est que d'habitude les matchs de Mania sont protégés, les deux ne s'affrontent pas avant, et là ils ont eu donc un match quand même assez compétitif, ben ça me paraît bizarre quoi, d'habitude ils en gardent un peu sous le coude quoi, ou alors ils s'affrontent pas du tout. Et là, ils ont vraiment fait un vrai match, quoi. Je sais pas combien de temps il a duré, mais à peu près 10 minutes, quoi. Donc, j'étais étonné. Euh, le pronostic est pas si évident. C'est l'un des matchs, pour moi, qui est l'un des plus difficiles à pronostiquer, parce que Riddle, évidemment, il a un règne qui est quand même encore relativement court, et je pense qu'il fait du bon travail. Alors oui, bon, il y a eu cette histoire de promo qu'il a oublié, là, avec Asuka la semaine dernière, mais qui visiblement n'a pas causé de gros dommages en interne, puisque il se dirait que cette promo, bah effectivement, elle n'était pas reconnue, enfin ce segment n'était pas reconnu comme quelque chose d'essentiel, et que finalement les gens, enfin en interne, enfin Vince et compagnie, hein, surtout les officiels, ils ont surtout apprécié la réaction d'Asuka, qui effectivement était très drôle, très étonné, comme nous tous, hein, où il a préféré dire oh, bon désolé, je sais plus ce que je voulais dire, il s'était barré. Alors d'autres après ont commencé à dire ah oui non mais en fait Riddle a fait exprès, c'était fait exprès pour accentuer le personnage bizarre de Riddle. Non, c'était un vrai botch. C'était un vrai botch. D'autant plus quand on a vu la réaction d'Asuka. Mais voilà, donc c'est pas, il va pas y avoir un dépush pour ça quoi. Riddle, voilà, on sait comment il est. C'était pas un segment essentiel effectivement, donc je pense pas qu'ils feront perdre le titre à cause de ça. Mais c'est vrai que Sheamus aurait des arguments parce que il a fait un super run et il est sur un super run. Il est peut-être même sur le meilleur run de sa carrière. Il a livré évidemment des performances incroyables contre bah, plusieurs matchs vraiment de qualité contre Riddle, justement. J'en avais parlé le mois dernier, qui s'était déjà affronté, fin d'année dernière, à Raw. Le match était très bon aussi. Contre John Morrison, pareil, il avait fait un très bon match, Sheamus. Contre Drew McIntyre, bah, regardez tous les matchs qu'il a fait, les trois matchs là, la trilogie est superbe. Donc, notamment à Fastlane, où j'ai donné 4 étoiles. Voilà, il a livré vraiment des super matchs. Et même contre Bobby Lashley aussi, j'ai oublié Bobby Lashley. Tous les matchs sont solides, hein. Tous ces matchs à Sheamus, hein. Donc vraiment, voilà, j'attends vraiment un bon match. Je pense pas être déçu parce que Sheamus pour l'instant ne m'a pas déçu dans tous les matchs qu'il a pu livrer ces derniers mois. Donc je pense que le match va être bon. Si on leur laisse du temps, toujours. Mais le pronostic est pas si évident. Mais je pense quand même que... Alors ça c'est le genre de match où je peux changer mon pronostic d'ici ce week-end. Donc ce que je vais vous dire aujourd'hui va peut-être changer. Je vous le dirai dans ma vidéo review, hein, si j'ai changé de pronostic ou pas. Je serai honnête avec vous. Pour l'instant, pour l'instant, c'est pas facile parce qu'il y a énormément de changements de titres, je pense. Et tous les titres pratiquement vont changer, je pense. Donc, est-ce qu'ils vont pas quand même en garder un? Riddle, c'est quand même un règne assez court encore. S'ils le font, s'ils donnent le titre à Sheamus, ça sera vraiment pour, je pense, ce sera vraiment pour le remercier. Il se disait aussi que Keith Lee, s'il n'avait pas eu ce problème avec le Covid, le Covid de Mia Yim, là, qui l'a fait s'absenter de l'Elimination Chamber, qu'il était, on aurait dû lui donner le titre à Bobby Lashley, à Keith Lee, pardon. Keith Lee aurait dû prendre ce titre. Donc ça veut dire que c'est Riddle qui aurait dû prendre le pin, parce que Lashley n'aurait pas pris le pin, il aurait été protégé de la même façon. Donc je pense que du coup Keith Lee aurait dû être champion, donc peut-être que Riddle n'est qu'un champion de transition. C'est vrai qu'on peut réagir en ce sens. Mais là je pense que je peux changer de pronostic durant la semaine. Je vais quand même tenter Sheamus. Je vais tenter Sheamus pour donc le remercier de tout ce qu'il a fait, même si c'est le vétéran dans l'histoire. Et parce que donc Keith Lee aurait dû gagner à l'Elimination Chamber et que du coup Riddle semblerait peut-être plus être finalement un champion de transition ou un paper champion, un champion de papier, ou, voilà, comme on peut dire.
en attendant, quoi. Et que Keith Lee va aussi revenir dans le game. Et alors on sait pas s'il va revenir en face ou en heal, hein, d'ailleurs, mais on pourrait avoir un retour entre Keith Lee et Sheamus, tout comme on pourrait aussi avoir, vous me direz, un retour entre Riddle et Keith Lee. C'est un programme possible. Et Damien Priest, voilà, parce que si Sheamus prend le titre, bah il nous faudra plutôt un face derrière, et que peut-être que Damien Priest, fort de sa victoire à Mania, probablement, va peut-être directement s'opposer à Sheamus, voilà. Une autre possibilité. Donc pour l'instant, je vais donner Sheamus, mais je ne m'interdis pas de changer d'avis et de donner Riddle en fin de semaine. C'est vrai que ce match est pas facile à pronostiquer, mais en tout cas il sera bon. Mais en tout cas, voilà. Léger avantage à Sheamus pour le moment. Allez, match suivant. Match comptant pour le WWE Intercontinental Championship entre Big E et Apollo Crews. Hein, voilà, j'espère que vous avez bien vous aurez apprécié mon imitation superbe d'Apollo Crews et de son superbe accent africain, très 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 prononcé, et exagérément prononcé. Donc un Nigerian drum fight, donc c'est la stipu qu'il a ajouté, parce qu'effectivement, alors là pareil, le botch de Fastlane. Alors là, ils en ont pas du tout parlé, bien sûr, à SmackDown. C'est passé sous le tapis. Ils nous annoncent directement, allez hop, Apollo Crews contre Big E à WrestleMania. Allez hop, terminé, emballé, c'est pesé. On nous l'a dit comme ça. Et juste dans la foulée, il y a eu un 3 contre 3, justement. Il y avait les Street Profits et Big E contre Gable, Otis et Apollo Crews. Et Apollo Crews a gagné en faisant le pin sur Big E avec une Olympic Slam. Hein, c'est maintenant son nouveau finisher. C'est plus l'Olympic Slam que ton Spin Top Powerbomb. Et donc, et là, forcément, mais c'est bizarre l'ordre des choses. On dit, Apollo Crews aura son rematch à Mania, et puis juste après, Crews gagne son match. Enfin, il fait le pin sur Big E. Autant, ils auraient dû faire ça dans l'autre sens. Crews fait le pin sur Big E, et après ils disent, voilà, là, il s'est mérité un rematch à Mania. C'était beaucoup plus simple dans ce sens-là. Bref, c'est pas grave. Et donc, il n'y a pas eu grand-chose dans le build-up. Hein. Finalement, l'essentiel du build-up aurait été fait avant Fastlane, qui aurait été plutôt pas mal, hein, ce build-up. Mais alors après, rien, il n'y a pas grand-chose d'autre. Hein. Donc, une petite promo là, donc, où Apollo Crews, sur un fond vert, hein, évidemment, qui rappelle toujours ces couleurs du Nigeria, invite donc Big E dans une vieille stipulation ancestrale, le Nigerian Drum Fight. Voilà. Qui semblerait être un street fight, hein, tout simplement, hein, c'est une autre façon de le dire. Mais voilà, bon, c'est pour ça que j'ai ajouté les petites percussions, les petites batteries, on va dire, les petits tam-tams nigérians, puisque il semblerait que ce soit plus un match un peu à base de percussions, on pourra se balancer sur la figure, donc un peu un Symphony of Destruction match, un peu, hein, on mettait des instruments de musique autour. Maintenant, faut se méfier. Je suis parti plus sur un délire d'instruments de musique et de percussion, mais attention parce que un drum, ça veut dire aussi baril, tonneau. Donc ça pourrait être éventuellement des tonneaux qui seraient autour du ring et qui pourraient servir aussi, peut-être. Mais j'ai l'impression que comme on est encore malheureusement toujours dans ces clichés africains là, cet accent prononcé exagérément par Crews, c'est n'importe quoi cet accent là qui nous fait là. Je pense qu'ils vont encore rester sur ah bah oui l'Afrique c'est aussi de la musique, c'est des tam tam quoi. Donc je pense qu'ils vont rester là-dessus quoi, sur des clichés quoi. Donc accent prononcé et les tam tam quoi. Voilà, donc je pense que ça va être plus des instruments de musique qui vont autour du ring et ça va se balancer la tête à travers des tam-tams, voilà, enfin, ça va être un truc comme ça. Maintenant le match, forcément il va être un petit peu plus violent du coup, ça peut être intéressant, au moins il n'y a pas de DQ, et ça peut être enfin le match auquel on était en droit de s'attendre à Fastlane, mais qui n'a pas pu se faire à cause de ce botch horrible. Donc j'espère que cette fois-ci ils vont sauver l'honneur et nous offrir un vrai bon match pour, je pense, clôturer la rivalité, parce que là, je pense que c'est bon, ils vont finir là-dessus. Le pronostic aussi m'embête, je suis un peu embêté comme pour le match États-Unis, parce que si Apollo Crews ne gagne pas ce match, qui en plus un match avec sa stipulation qu'il a choisi, qui donc en l'honneur de son pays, son push il serait déjà à la poubelle quoi. Il serait déjà qu'il s'est fait humilier à Fastlane avec ce roll-up de merde là, qui était certes botché, mais quand même, il a quand même perdu. S'il perd à nouveau là, son push il est déjà mis à mal quoi.
Puis derrière, il n'y aura pas beaucoup de choix possibles pour Biggie, vu que tout le monde se met en tag team là. Du coup, bah, il y a toujours la carte Corbin, mais putain, Corbin quoi. Sami Zayn encore, mais on l'a déjà vu Sami Zayn. En heal, hein, je parle au niveau des heals quoi. Donc Sami Zayn, il a déjà donné. Corbin contre Biggie, c'est ça la feud à venir. Oh putain quoi. Donc et en même temps, voilà, donc si Apollo Crews gagne, il faut réfléchir à l'après. Je suis pas sûr qu'il y ait un rematch pour Biggie quoi. Parce que je pense que c'est plus une fin de feud ça. C'est plus une fin de feud. Donc il faudrait penser à l'après. Et en termes de babyface, bah, il n'y a plus que Kevin Owens. Kevin Owens contre Apollo Crews pour le titre intercontinental. Je pense que ça pourrait être une option si Crews gagnait. Mais ça serait un peu dommage pour Biggie. Ce serait un peu dommage. Sauf si Biggie est amené à directement passer dans l'eau de la carte. Un peu comme Bobby Lashley cette année. Paf, on lui fait perdre son titre, intermédiaire, et tout de suite pour le mettre dans l'upcard, ce qui pourrait peut-être donner une option supplémentaire pour affronter Reigns ou Edge, peut-être, puisque si on considère que le champion universel va être plutôt heel, Biggie qui arriverait directement, peut-être, c'est peut-être ça l'objet. Et peut-être du coup, pour moi, je vais peut-être partir sur Apollo Crews finalement, pour avoir un peu, pour pas faire perdre le momentum d'Apollo Crews, qui sinon passerait un peu pour un con, pour qu'il prenne sa revanche de Fastlane, et pour passer un peu à autre chose, et avoir peut-être un Kevin Owens, oui, qui pourrait être une belle option, et donc faire monter Biggie dans l'upcard. Ça peut être ça l'objet. Parce que sinon, dans l'autre sens, Biggie champion, qui reste champion, à part Corbin, ouais, les autres ils sont tous en solo, ils sont tous en équipe, pardon. Donc il n'y a pas beaucoup finalement il n'y a pas pléthore de choix. Parce que Cesaro, Nakamura, ouais, il y a Rollins quoi. Il y a Rollins. Il y a peut-être Rollins, voilà. Rollins en heel et Owens en face. Je pense que ce sont les options possibles. Biggie Rollins, c'était mon pronostic en début d'année d'ailleurs. J'avais mis Biggie Rollins à Mania. Donc ça peut être le coup d'après peut-être. C'est pour ça que le pronostic est pas facile. Les deux pourraient gagner. Là aussi c'est un match, je vais peut-être changer d'avis en fin de semaine. Mais on va y aller. Ouais, on va y aller quand même avec Crews. Parce que ouais, il faut y aller, on va y aller avec Crews, on verra bien. Même si Biggie, je pense qu'il mériterait d'être champion plus longtemps que ça, mais bon. Euh, mais tout dépendra de ce qu'ils veulent faire de Biggie, s'ils veulent le mettre plus haut ou pas. Voilà. Mais ça peut être l'objet. Parce que on sait que Vince, il adore Biggie. Donc peut-être qu'il sera encore, encore élevé sur la carte. Et au moins donner le titre à Crews depuis le temps, voilà, son heel turn, le mettre à profit, et qu'on puisse enfin passer à autre chose. Allez, on passe au match suivant, le Finn contre Randy Orton. Là, tout a été dit, on est parti dans du grand n'importe quoi, c'est fait, c'est du 8 mois, là, 8 mois, 6, 7, 8 mois de feud, de build-up. Là, on peut dire que on peut pas leur reprocher de ne pas avoir fait du long terme, hein, du booking à long terme, ça c'est sûr qu'il y en a eu. Ce qui n'est pas le cas de tous les matchs, mais celui-là, on peut pas leur dire le contraire. Ça y est, elle est en fin de retour depuis Fastlane, on l'a vu, et bah, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Finalement, le build-up par la suite. Hein. Hier, par exemple, rien, nada, que du vidéo package, que des images déjà vues, voilà. Et on a eu la promo la semaine dernière sur sa balançoire d'Alexa Bliss, là, avec le Finn qui était à côté, là, sur sa balançoire, c'était ridicule. Avec le diable dans la boîte, quoi, le diable en boîte, voilà. Bah, on sait pas ce qui va en sortir effectivement, est-ce que c'est le diable qui va jaillir de sa boîte. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose d'autre. Mais si, elle a quand même dit Bliss que le Finn allait tuer Orton, hein, c'est ça, que Orton allait mourir à Mania. Ah ouais, attention quand même, hein, ça reste du catch, hein. Attention, attention, pas de meurtre hein, quand même, hein, sur un ring, hein, attention. C'est le match qui a le moins de suspense, ça c'est sûr. Le Finn va gagner, ça c'est sûr, à 1000%. Pour son grand retour, évidemment, le Finn ne peut pas perdre ce match, il va l'emporter. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de voir quelle entrée il va avoir, le Finn, parce que ça, c'est une entrée qui va être en plus avec du public, ça va être super. Évidemment, j'espère qu'ils vont attendre la fin de soirée, enfin que la nuit soit vraiment tombée pour faire son entrée. Surtout donc, ne mettez pas ce match en opener, faites pas cette connerie, parce que le show commence à 20h, heure locale, donc 20h, il sera pas encore nuit. Commencez vers 21h, 21h30, 22h quoi.
pas avant, parce qu'il faut vraiment que ce soit assez sombre dehors pour que l'entrée du film soit percutante. Sinon c'est n'importe quoi et c'est nul à chier. Parce qu'on l'a déjà eu, hein. L'entrée en plein jour de Bray Wyatt, on s'en souvient il y a quelques années, c'était pas terrible, hein. C'était, pour moi c'était les lucioles, il y avait plus de lucioles. En plein jour c'était nul. Bref, voilà donc victoire du film. Alexa Bliss va intervenir, elle va faire quelque chose aussi. Malheureusement, bon, bah, on est parti pour avoir un match in ring, hein. Le cinématique devient de plus en plus improbable. Il n'a jamais été vendu comme un match cinématique. Et en plus, le public est là. Donc, et puis on a envie de voir l'entrée du film. Donc forcément, tout cela va faire que on risque d'avoir un match in ring. Sauf si on nous surprend à nous faire des entrées devant le public, des entrées live. Et tout à coup, pendant le match, faire en sorte que les deux, par exemple, je sais pas, partent en coulisses, partent backstage, ou se cachent, se partent sous le ring, ou je ne sais où, derrière les barricades, ou je ne sais où, de façon à ce qu'on bascule ensuite vers un segment enregistré pour que le match se prolonge en cinématique. Ça peut être aussi une option. Mais s'ils le font, il va falloir le faire bien. Que le passage du live au passage enregistré soit face de façon fluide et cohérente, quoi. Donc à voir. Mais je suis pas sûr qu'il le fasse. À mon avis, malheureusement, ça va être un match en live sur le ring. Donc on va se faire chier, ça c'est sûr. On va se faire chier. Puis alors les effets spéciaux, ils vont pas pouvoir trop faire ça en live, si ce n'est de faire apparaître du feu, des pétards, ou des trucs comme ça, ou éteindre les lumières, faire des belles lumières. Mais voilà quoi, ils pourront pas forcément faire autant que ce qu'ils ont fait dans les weekly, où ils ont pu enregistrer des segments, etc. Et faire des petits effets, ou comme à Fastlane. Mais là, voilà quoi. Et alors évidemment, il y a toujours cette théorie un peu folle où genre ce serait pas Bray Wyatt en réalité, puisque effectivement le physique est un peu moins imposant, là, celui qu'on a vu du nouveau film est un peu moins imposant. Donc peut-être que c'était son frère Bray Wyatt et que c'était pas lui, et que du coup il y aurait finalement deux frères, il y aurait les deux Fiends, genre. Donc on aurait peut-être les Brothers of Destructions 2.0 quoi. Donc deux monstres, deux frères monstres, enfin n'importe quoi. Enfin là je vais très loin. Mais voilà, certaines personnes se sont un peu enflammées par rapport au fait que effectivement le film paraissait amaigri lorsqu'on l'a vu réapparaître à Fastlane. C'est vrai qu'il était peut-être un peu moins imposant, musculeux même que Bray Wyatt, mais il a pu perdre du poids aussi, hein, il peut perdre un peu de muscle aussi pendant son absence, hein. C'est pas impossible. Bref, on verra bien. Voilà, en tout cas, victoire du Fiend, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec cette histoire. Et je sais pas ce qu'ils vont faire d'Alexa Bliss aussi, parce que Alexa Bliss maintenant elle est complètement enfermée dans son personnage, hein. Là, qu'est-ce qu'ils vont faire d'elle? Même en tant que catcheuse, je sais même pas ce qu'ils peuvent faire d'elle. Alors c'est vrai qu'elle avait beaucoup de blessures, hein, de problèmes physiques. Alors c'est vrai que le fait que du coup elle ait ce personnage la protège pas mal, ça lui permet d'éviter de lutter trop souvent, et du coup forcément c'est moins grave pour elle. Grâce à ce personnage, c'est moins grave pour elle du coup de ne pas lutter, ou de peu lutter, puisqu'effectivement maintenant elle est complètement dans un personnage spooky et creepy as fuck. Donc je sais vraiment pas ce qu'ils vont faire comme scénario, ça peut partir dans du grand n'importe quoi. Et le match va certainement être emmerdant, quoi. Ennuyeux au possible, et j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie. Ce sont surtout les entrées qui m'intéressent en fait. L'entrée du film et pas grand chose d'autre, quoi. Et peut-être le finish, quoi, voir comment ils vont le faire, comment ils vont l'emmener. Et peut-être que est-ce qu'il va y avoir une surprise de Fiend, mais ça j'y crois pas trop. Bref, on verra bien, mais ça va être chiant à mourir. Allez, match suivant, Asuka contre Rhea Ripley. Alors là encore le plan C, on va dire, qui a été sorti là, parce que évidemment, hein, on savait bien que c'était Charlotte contre Asuka à la base. Charlotte, il y a eu des imbroglios, il y a eu Covid pour Charlotte, avec ces histoires aussi de soi-disant elle aurait été enceinte, testée, enfin déclarée oui enceinte, et en fait elle n'était pas, c'était une erreur du médecin. Bref, c'est ce qu'Andrade a sorti après, hein, dans ses déclarations récentes, après avoir quitté la WWE. Donc il y a un imbroglio autour de Charlotte, on ne sait pas trop où elle en est actuellement, mais du coup elle a disparu du build-up de Mania. Alors que Charlotte, la dernière fois qu'on l'avait vue, elle avait quand même donné rendez-vous à Asuka à Mania, hein, on s'en souvient, euh, pendant qu'Asuka était absente en train de récupérer, de faire changer sa dent, et encore, c'est même pas changer, c'est mettre une dent temporaire
suite à l'accident malheureusement avec Shayna Baszler. Donc au moins Asuka est revenue à temps, hein, on avait un peu peur qu'Asuka ne soit pas là à Mania, elle est revenue, même avec une dent de remplacement, hein, parce que elle a douillé, hein, mais je crois qu'elle garde sa dent de remplacement pendant 6 mois. Donc elle a vraiment douillé, hein. On l'a un peu vu sur sa chaîne Kana-chan TV sur YouTube où elle disait je crois, elle avait fait 3 dentistes différents. Bref, elle a douillé. En plus, elle avait peur des anesthésies. Euh, Bref, elle a eu vraiment du mal. Et voilà, bon, bah, elle est revenue. Et puis, bon, bah, finalement, on nous annonçait les débuts de Rhea Ripley, hein, depuis plusieurs semaines, hein, avec des vidéos package. Et puis là, bah, Asuka a battu Peyton Royce dans un match qui était plutôt décent d'ailleurs, une bonne performance de Peyton Royce. Et puis là, évidemment, dans la foulée, This is my brutality! Rhea Ripley est arrivée, et elle a pris le micro, et elle a défié directement Asuka à Mania, puisque Charlotte était pas là, de toute façon, c'est ce qu'elle disait, elle a carrément dit, elle l'a carrément révélé à l'écran, elle a dit, bah, de toute façon, Charlotte a le Covid. Hein. Donc voilà. Et donc elle la défi accepté par Asuka, toujours comme pareil, You're not ready for Asuka. Signature de contrat la semaine dernière, qui évidemment dégénère. Coup de table, assez impactant d'ailleurs, de Ripley, hein, qui a encore défoncé la gueule de la pauvre Asuka, décidément, qui prend cher actuellement. Et puis là, il y avait Jax et Baszler et Reginald qui sont arrivés. Qui chialaient parce qu'elles auraient pu aussi avoir un match de championnat. La bonne blague, alors que c'est Baszler qui dit ça, alors que peut-être un quart d'heure avant, elle venait de se faire humilier par Naomi, hein, il faut le rappeler. Donc ferme-la, hein, Shayna. Non mais c'est n'importe quoi le booking de son de Shayna Baszler. Bref, quand on voit ce qu'elle faisait il y a un an, hein, elle affrontait Becky Lynch. Et depuis cette défaite face à Becky Lynch d'ailleurs, ça fait un an que Shayna Baszler c'est devenu n'importe quoi son booking, n'importe quoi. Bref, et donc et là bah hier, ils ont décidé évidemment de faire exactement le copier-coller de ce qu'ils ont fait entre Belair et Banks, c'est-à-dire de mettre en équipe les deux filles qui vont s'affronter à Mania, avec un 2 contre 2 entre Asuka et Ripley et Jax et Baszler à Raw hier, et toujours avec cette fameuse question que la VVE adore poser, vont-elles pouvoir coexister? C'est incroyable, incroyable, et évidemment bah, ça a été l'embrouille entre les deux. Les changements étaient assez appuyés, notamment du côté de Ripley, qui a joué plutôt la heal dans l'histoire. Même si Asuka, parfois, elle montrait un peu d'inquiétude lorsque Ripley était en difficulté. Mais Ripley, elle en a vécu. Et à un moment donné, elle s'est barrée du ring, elle en avait ras le cul, elle a laissé Asuka faire. Et puis, Asuka a eu un haut tag, là, elle a eu son momentum. Elle monte sur la 3ème corde. Et la Ripley, qui était complètement cachée sous le ring, elle arrive et bouscule Asuka. Elle la fait passer à l'extérieur. Elle l'attaque, elle lui porte un slam, elle remet Asuka dans le ring, et puis là derrière, boum, coup de genou de Baszler dans la gueule d'Asuka, encore une fois un coup de genou, ça fait toujours peur, et 1, 2, 3. Donc Baszler qui gagne enfin un match, alléluia, voilà, alors je sais pas si ça va servir dans le scénario pour que Baszler ait un match de championnat plus tard, ça m'étonnerait on va dire, bref, et donc voilà on en est resté là quoi. Donc Ripley qui fait, on va pas dire heel turn parce que c'est on va dire, elle est comme ça, elle est badass quoi, voilà. Et puis elle marche seule, on va dire, voilà, c'est tout. Euh, et, euh, et donc elle va sûrement agir comme la heal du match quoi, tout simplement. C'était pas très compliqué à faire, hein, parce que Asuka, voilà, bon, bah, c'est la vraie babyface depuis longtemps maintenant. Et le match, bon bah le match va être bon. Le match va être bon. On pouvait croire que Charlotte s'impliquerait dans le match dans un freeway jusqu'au bout, mais là elle a disparu. Donc là c'est terminé. On aura bien le 1 contre 1 qui va être une très très belle affiche. Moi elle me donne bien envie cette affiche et je pense que ça peut être un très bon match si on leur laisse du temps. Encore une fois, si le match est bien construit, bien booké, voilà. Et j'espère. Et pour le pronostic, je vais partir sur la solution la plus logique. Ce serait une victoire de Rhea Ripley. Rhea Ripley, parce que c'est elle qui est pushée comme la nouvelle venue, la nouvelle menace de la division féminine d'Euro, et voilà. Et c'est à elle de gagner ce match. Et puis bon, bah la pauvre Asuka, il faut le dire, son run a vécu. Il aura duré très longtemps. C'était déjà un run fantastique. Tout sera parti du Money in the Bank, de Becky Lynch qui lui donne la ceinture. Et voilà quoi. Alors elle l'a perdu de temps à autre, mais elle l'a récupéré mais c'était un long run quoi. Et malheureusement, bon, bah, il a été terni ces derniers mois quoi. Elle était devenue transparente quoi.
championne complètement transparente. Et pareil, qu'on a dilué dans la division tag team, c'était encore du n'importe quoi. Cette division tag team mixée avec les championnes solo, ça m'a rendu malade. Plus Reginald, ça aussi, ça m'a rendu malade. C'était n'importe quoi. La division féminine, de toute façon, le booking de Raw et de SmackDown, c'est affreux. Donc voilà, Asuka, je pense qu'elle a vécu. Même si elle est, voilà, elle plaît en interne, voilà, comme je vous disais, elle avait la réaction avec Riddle, elle avait plus en interne. Et elle divertit, évidemment elle est très bonne sur le ring et tout, mais bon à un moment donné je pense que c'est fini quoi, c'est la fin de règne. Et puis bon un petit fantasy booking en plus avec Ripley qui gagne, forcément c'est de voir Charlotte débarquer pour avoir au moins un effet, un gros WrestleMania moment, une certaine pop, et avoir Charlotte qui arrive par derrière. Alors soit elle arrive par la rampe, soit elle arrive par derrière, un peu en heel pour attaquer Ripley, et évidemment pour faire un rappel de ce qui s'est passé l'année dernière avec Charlotte qui dirait voilà, elle attaque Ripley, elle lui soulève sa ceinture, elle lui montre évidemment ses ambitions, et puis on aurait plus tard dans les weekly une Charlotte qui dirait à Ripley bon bah je t'ai battu, je t'ai pris la ceinture NXT, je t'ai humilié à Mania l'année dernière, voilà, je vais te faire la même chose avec ton titre d'Euro, voilà. Donc évidemment ça s'écrit facilement, et on aurait du coup une Charlotte plutôt qui serait peut-être plutôt heel dans l'affaire. Qui serait un peu bizarre parce que Ripley là elle est plutôt heel dans l'affaire aussi. Bon voilà, faudra voir comment ils vont gérer les alignements, mais peut-être que Charlotte n'attaquera pas après, hein. C'est pas impossible non plus, et peut-être que Charlotte sera dans une équipe mystère avec Bayley comme je vous disais tout à l'heure. Elle sera peut-être pas sur le titre d'Euro, hein. Je serais un peu surpris mais bon c'est pas grave. Et bon bah il y a toujours le fantasme Ronda Rousey pour son retour, Ronda qui arriverait pour se confronter à Ripley, évidemment ça serait une belle image, assez impactante, assez aussi clinquante, qui pourrait donner envie, mais Ronda, j'ai l'impression que c'est un peu la fin, quoi. Elle est toujours sur contrat, mais bon. Quand est-ce qu'elle reviendra sur le ring, ça c'est une autre affaire, hein. On a l'impression que c'est de plus en plus compromis. Bref, donc voilà, victoire de Rhea Ripley. Mais on remerciera Asuka quand même pour tout ce qu'elle a fait, même si ces 6 derniers mois ont été beaucoup plus laborieux, il faut le dire. Mais malheureusement, c'est pas de sa faute, hein, Asuka. Voilà. Allez, on va passer maintenant au main event, donc ce qui va conclure WrestleMania, donc les 2 nuits. C'est bien sûr le Triple Threat match comptant pour le titre universel entre Daniel Bryan, Roman Reigns et Edge. Donc voilà, donc à la base, on devait avoir Edge contre Roman Reigns. Mais comme on l'a vu à Fastlane, avec la fin du match qu'on a eu entre Bryan et Reigns, et l'intervention de Edge, on sentait de plus en plus venir le coup du Triple Threat. Et le SmackDown qui a suivi a tourné justement autour de ça, d'un fil rouge. Quelle sera la décision d'Adam Pearce, qui a fait un peu le tour de tout le monde, et écouté les avis de tout le monde. Il a reçu quelques pressions évidemment. Et évidemment, ça n'a pas plu du côté des heels, notamment du côté de Reigns et de Paul Heyman, et puis même du côté de Edge, hein, qui est quand même plus maintenant, on va dire, un twinner heel dans l'affaire, mais un peu plus heel que twinner, on va dire, entre les deux, on va dire, et qui dit que c'est la pire décision qui a jamais été prise par un general manager. Et voilà, Paul Heyman dit pareil. Et donc évidemment, eux, ils ont la rage, même si évidemment Daniel Bryan avait de bons arguments aussi, hein, puisqu'il avait fait taper Reigns à Fastlane. Donc on filait évidemment tout droit vers un triple threat. Le build-up est quand même l'un des meilleurs qu'on ait pu avoir sur l'ensemble des 14 matchs de cette carte de WrestleMania, il faut le dire. Parce que voilà, ils ont quand même fait le job, avec pas mal d'interactions entre les 3 hommes, de bons segments, de bonnes promos, hein, notamment Edge là, qui a fait une bonne promo la semaine dernière, Bryan aussi, et donc toujours la malice de Paul Heyman évidemment aussi, hein, qui aime bien jouer le mec qui tire les ficelles, hein, un peu, voilà, et donc des bonnes interactions physiques. Et alors on a vu il y a 2 semaines que finalement Edge était un peu celui qui a ressorti fort de tout cela, puisqu'il avait donné des coups de chaise à tout le monde. Et il y a Jey Uso qui est intervenu pour éviter d'aller plus loin, parce qu'il était parti pour donner un concerto. Voilà, bon, Jey Uso a empêché ça. Et la semaine dernière, c'est plutôt Bryan qui en est ressorti très fort, parce qu'il y a eu un street fight qui a été booké entre Jey Uso et Bryan. Bryan l'a gagné, il y avait Edge au commentaire, et du coup, Bryan a foncé avec un coup de genou, un running knee sur Edge. Il a porté plusieurs, il a frappé, enfin il a frappé Edge contre le poteau à plusieurs reprises, donc Edge était KO. Il a filé sur la rampe jusqu'à Reigns, qui était lui assis sur une chaise sur la rampe,
Il a esquivé un Superman Punch et poum, yes lock, yes lock, yes lock, qui le cadenasse. Il y a beaucoup d'officiels autour de Bryan. Et voilà, il relâche la prise. Et voilà, donc on a un Bryan qui finit très fort le show de la semaine dernière. Donc, après Edge et Bryan, j'ai envie de me dire que le prochain SmackDown, donc le dernier avant Mania, c'est peut-être, ça serait plus logique que ce soit Roman Reigns qui, cette fois-ci, en ressorte fort. C'est histoire de faire un booking un tiers, un tiers, un tiers, quoi. Hein, dans l'avantage des uns et des autres, quoi. Je pense que ce serait plus logique que Reigns ressorte fort. Le pronostic est très difficile à faire, très difficile, même quand on regarde les cotes. Ouais, il y a un léger avantage pour Edge, mais en fait tout le monde pourrait gagner. Bryan était peut-être un peu à la traîne, mais alors ma vidéo va sortir avant la vidéo pronostic de Sturi Stradamus de Sturi, mais je sais déjà ce qu'il va dire et je vais le rejoindre. Je vais le rejoindre. Je pense que WrestleMania, comme ce match va probablement à 99% être le main event de la nuit 2, je pense que, comme souvent à Mania, on a besoin, en plus le retour du public, voilà, les gens, les fans étaient frustrés pendant un an, on a besoin d'avoir des moments de bonheur, on a envie de fêter quelque chose, quoi, de finir un show avec le sourire, des sourires sur nos visages, hein, comme le dirait Triple H, et je pense qu'on va finir encore sur un happy ending, quoi. Donc l'année dernière ils l'ont fait, mais il n'y avait personne. Drew McIntyre avait battu Lesnar, mais là je pense qu'ils vont encore le faire, encore un happy ending, et j'ai envie de tenter le pari fou de Daniel Bryan. Pour en faire encore une fin qui serait effectivement très ressemblante de celle de WrestleMania 30, certes. Alors c'est pas tout à fait le même cheminement, même si on n'était pas loin de l'avoir, hein, le même, avec deux matchs, enfin un match de qualif dans la nuit 1, et le vainqueur prend l'autre dans la nuit 2, hein, ça a été évoqué ça aussi. Hein. Bon, ils l'ont pas fait finalement, ils ont bien fait de faire le freeway finalement. Et donc, Bryan en tant qu'underdog, ça pourrait être la belle surprise, parce qu'effectivement, c'est peut-être son dernier run en full time. C'est ce qu'il avait dit dans ses promos. Edge, bah, je trouve qu'il perd un peu son momentum, quoi. Et je me suis demandé si finalement ce heel turn, enfin en tout cas ce côté plus heel, le retour de la Regular Superstar, hein, comme il l'a dit, qui a été affiché, était vraiment. Je suis pas sûr que c'était la chose qui était prévue au départ, quand il a gagné le Rumble et tout. Et parce qu'il était quand même vraiment parti sur un programme de babyface, Edge, hein, avec la belle histoire, ce retour de blessure et tout. Et il gagne le Rumble, et il a fait du début à la fin en plus pour ce Rumble. Et donc reprendre ce titre qu'il a jamais perdu, voilà. Donc c'était une histoire de babyface à la base. Et en fait, on nous a raconté un Edge finalement frustré, parce qu'il y a Daniel Bryan qui s'intercale entre les deux, quoi, entre Reigns et lui, et il a l'impression de se faire voler son moment, quoi. Et ça le frustre. Et voilà pourquoi il a des réactions violentes envers Bryan, notamment, comme il a pu avoir à Fastlane, avec les coups de chaise. Donc il réagit, mais un peu en heal, certes, mais c'est pas vraiment le heal, quoi, parce que il frappe aussi Reigns. Voilà, il s'en prend aux deux, finalement. Donc pour moi, il a plus un rôle de twinner, un peu heal, certes, parce qu'effectivement, dans ses promos, il a quand même, il a même insulté Daniel Bryan. Voilà, il a utilisé des mots durs. Et en promo, voilà, il disait, bah oui, qu'il serait pas mécontent si Daniel Bryan était blessé par Jey Uso dans le Street Fight. Voilà, et qu'au contraire, ça le ferait rire, et il serait en joie de voir ça. Bref, voilà, donc il a quand même des allures de heel dans ses promos. Mais voilà, je le trouve plus twinner, on va dire, dans l'histoire. Et Reigns, bien sûr, en heel, et Bryan en face. Donc on va dire, les trois alignements dans ce match, donc c'est plutôt bien pensé. Et on a surtout, si je pense au in-ring, cette fois-ci, je pense une très bonne idée d'avoir intégré Bryan, parce que, honnêtement, quand j'ai vu le retour de Edge, là, contre Jey Uso à SmackDown, j'étais pas rassuré. J'étais pas rassuré. Je le trouvais déjà un peu laborieux sur le ring. Et je me suis dit, avec les matchs maintenant de Roman Reigns, où il est obligé de faire des pauses régulières, affronter un mec comme Edge, qui lutte peu, hein, évidemment, ces derniers temps, j'ai peur qu'on se fasse chier. Vraiment qu'on se fasse chier. Et finalement, je suis très content qu'on intègre finalement Bryan, qui, on l'a vu à Fastlane, a apporté vraiment beaucoup de dynamisme au match, a donné le tempo, et a justement permis
de rééquilibrer, de redonner un peu dans la balance, hein, dire, de contrebalancer avec les phases justement où Reigns se reposait, lui, Bryan, il contrebalançait avec des phases de comeback pour redonner un peu de tempo et de rythme au match. Donc c'était très bien de le faire comme ça. Et du coup, je pense que c'est beaucoup mieux que Bryan soit là. Et ça va aider justement à avoir un match dynamique. Parce que si on se tape que du Reigns Edge, j'ai vraiment très peur. Donc au moins Bryan sera là. Voilà, alors il sera pas toujours là, hein, évidemment, il y a des moments où il va finir à l'extérieur. Edge et Reigns vont être face à face. Je pense qu'on va voir un peu toutes les combinaisons, hein, à 1 contre 1, et puis à 2 contre 1, à 3, les 3 sur le ring en même temps. Bref, on va voir un peu de tout. Le match devrait être pas mal. Je pense que le match, c'est l'un des matchs les plus attendus, parce qu'il a quand même bénéficié de l'un des meilleurs build-up, il faut le dire, et même en niveau qualitatif, en termes de build-up. Même si voilà, ça sort un peu de nulle part, on s'attendait pas à ce que Edge fasse plus le heal dans l'affaire, mais effectivement, ils ont joué un peu la carte facile. C'est pour ça que tout à l'heure je comparais Corbin un peu, Corbin côté face et Corbin côté heel et Bryan côté face. Pour moi c'est un peu ça. Je pense que Bryan aussi c'est un peu la carte facile. L'argument facile pour avoir de la pop. Et forcément, quand tu as un Bryan qui arrive sur le ring, le public fait yes, 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 et forcément, tu as envie de le soutenir. Parce qu'il sait faire en underdog, il est très bon comme ça. Alors que, et que justement, j'ai l'impression que finalement, il prend un peu la place de Edge, qui devait être à la base, je pense, le babyface du match, du main event de Mania. Mais ils ont un peu changé les choses, et que finalement, peut-être, je dis bien peut-être que cette victoire de Edge au Rumble, on le sait, elle n'a pas forcément fait l'unanimité. Certains ont dit que c'était bien, que c'était mérité, que c'était une belle histoire et tout. Moi, voilà, j'étais plus mitigé en disant que j'aurais préféré la donner à quelqu'un d'un peu plus jeune, on va dire un peu plus actuel, quitte à pour le mettre en avant. Et peut-être que effectivement, il y en a beaucoup de gens qui étaient plus dans ma vision des choses et que il y avait peut-être le risque que Edge arrive à Mania en étant hué par le public. Si on avait eu un Reigns contre Edge. Et peut-être même que Reigns, c'est pas sûr qu'il se fasse huer complètement. Hein. Peut-être qu'aussi le Reigns heel, qui était quand même attendu depuis longtemps, peut-être que ça va plaire au public et que le public va avoir tendance à acclamer Reigns ce qui va arriver sur le ring. Hein. Donc c'est peut-être aussi ça l'idée derrière tout ça, c'est que on veut vraiment que ce soit Reigns le heel, comme Bobby Lashley doit être aussi le heel, et qu'on ait vraiment un vrai babyface derrière, et que Edge ne remplit peut-être pas totalement ce rôle de par ce qu'il a pu faire au Rumble, de par son statut plutôt part-timer, enfin, dans la mesure où il catch très peu. Voilà, on le voit beaucoup à l'écran, mais en termes de in-ring, il catch très peu. Donc c'est plus un part-timer à ce niveau-là. Donc ça peut ne pas plaire forcément à tout le monde, et c'est pour ça, je pense, peut-être aussi peut-être, en coulisses en tout cas, que Bryan a été intégré dans l'affaire. Donc avec cette histoire d'Elimination Chamber, où il l'a gagné, mais il s'est fait tout de suite battre par Reigns en lâche, juste derrière. Et voilà, ils ont créé après toute cette histoire avec un Edge frustré que Bryan arrive, s'interpose entre les deux. Voilà, le pronostic donc est pas facile, mais oui, je vais quand même tenter la carte Bryan pour finir sur un happy ending. Un Bryan qui lève la ceinture, et le triple threat était aussi une bonne façon de protéger le champion. Donc Reigns doit certainement pas prendre le pin. Il ne le prendra pas, ça j'en mets ma main coupée, que Reigns ne prendra pas le pin ou la soumission. Et que ou Edge ou Bryan sera là pour prendre le pin. Je pense que c'est ça l'idée. Donc forcément dans mon scénario, si je donne Bryan, donc je vais donner Edge pour prendre le pin. Forcément. Mais ils peuvent protéger tout. Peut-être que, vous voyez, par exemple, Edge peut faire un spear sur Reigns, il le couvre, et sauf que derrière, il y a Bryan qui arrive, et soit il dégage Edge en plein tombé, et il va faire le pin sur Reigns, même si ça j'y crois pas trop, ou alors, plus simple peut-être, Edge fait un spear sur Reigns, et derrière, Bryan arrive et porte carrément un yes lock à Edge, même si ça ferait paraître très bizarre de tenter une soumission alors qu'il y a Reigns qui vient de prendre un spear derrière. Bon, c'est peut-être pas forcément le scénario le plus intelligent à faire, mais je pense qu'ils peuvent faire un scénario un peu d'opportuniste
surtout Edge aussi d'ailleurs, qui maintenant est revenu vraiment plus heel, donc vraiment la Regular Superstar, et qui va vraiment jouer, je pense, les opportunistes comme il l'était auparavant. C'est aussi peut-être pour ça aussi qu'il est redevenu un peu heel, parce que c'était aussi le Edge opportuniste qu'on a aimé, hein, il faut le dire. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est redevenu comme ça. Mais en tout cas, je vais tenter quand même le pari fou en donnant la victoire à Bryan pour le happy ending, surtout. Et je pense que voilà, je pense que Sturi dans sa vidéo pronostic va donner la même chose que moi, mais je suis d'accord avec cet argument. Et que de toute façon après Reigns lui il est protégé dans l'affaire s'il prend pas le pin comme ça, et puis on peut avoir un Edge contre Bryan plus tard, on peut avoir à la revanche avec Reigns qui voudra aussi récupérer son titre, bref voilà, juste récompenser Bryan voilà pour son dernier run, lui donner sa petite ceinture. Le règne peut ne pas durer longtemps, il n'y a pas besoin qu'il dure longtemps. C'est surtout pour avoir un WrestleMania moment et avoir un happy ending, et qu'on soit tous contents. Voilà, c'est surtout pour ça, et je pense que c'est ça l'idée derrière tout cela. Voilà donc pour cette vidéo, très longue vidéo, 1h55 pratiquement. C'est désolé, hein, mais là il y avait 14 matchs pronostiqués, c'est très compliqué avec les petits contextes et tout. J'ai même pas parlé de ceux qui vont hoster le show, de Hogan et Titus O'Neil, mais c'est tellement drôle que voilà, il fallait quand même que j'en parle. C'est quand même quelle ironie d'associer Titus à Hogan, c'est très très drôle. Voilà, bon, on verra bien quel sera leur rôle à ces deux-là. Et comment ils vont intervenir et interagir dans le show, on verra bien. Voilà, on sait qu'il y a Rhea Ripley qui va arriver aussi sur son thème avec la vraie chanteuse, ça c'est bien aussi. On va avoir donc le thème, l'hymne américain, chanté donc par une petite chanteuse, jeune chanteuse locale que je connaissais pas trop. Voilà, donc il y aura aussi des concerts, peut-être un petit clin d'œil au Hall of Fame aussi, hein, même si là il va avoir lieu cette nuit, mais il était enregistré, donc je suis pas sûr qu'on les voit tous se pointer sur le stage, on verra bien. Et puis des surprises, j'attends aussi des surprises, qu'on me surprenne, des arrivées surprises, des retours surprises, du Lesnar, je sais pas, du Charlotte, du Ronda Rousey, du Becky Lynch aussi, j'en ai même pas parlé d'elle, qui pourrait peut-être arriver après la victoire de Ripley. Voilà aussi encore une possibilité, Becky qui arrive, et là aussi il peut y avoir une énorme pop si Becky arrive. Je n'avais même pas parlé d'elle. Voilà, mais des arrivées surprises comme ça. Voilà, qu'on soit tous surpris, quoi. Voilà, et qu'on ait un bon show. Un bon show. Voilà, ça va nous faire plaisir de voir du public, et j'espère que le show sera de qualité, même si la nuit 1 m'inquiète un peu plus que la nuit 2, il faut le dire. Pour la review, je le ferai pas en 2 fois, je ferai pas 2 reviews, hein. Je le ferai comme l'année dernière, je ferai une longue review qui parlera des 2 nuits. Voilà, je pense que la review fera à peu près la même durée, hein. On verra bien. On essaiera peut-être d'être un peu moins descriptif et d'être plus factuel, et directement parler du finish et parler de ce que j'ai pensé des matchs, voilà, vraiment sans aller trop dans les détails des matchs. Voilà, on verra bien. En tout cas, je vous souhaite de passer un excellent show, une excellente semaine aussi. Profitez bien de tout ce catch là parce qu'il y en a beaucoup là à voir. Il y a du Takeover, il y a du Hall of Fame, il y a évidemment SmackDown et les 2 nuits de WrestleMania, plus tous les shows indie, hein, bien entendu. Si vous êtes aussi intéressé par les shows indie. Voilà, et puis l'Euro Postmania. Bref, il y a énormément de choses à voir. Et puis NXT qui va démarrer le mardi, à partir de mardi prochain aussi. Il faut le rappeler. Bref, passez tous une très bonne semaine, un très bon show. Mes amitiés évidemment à tous mes potes là. Voilà, je ne vais pas tous les reciter, mais vous reconnaîtrez, toujours les mêmes. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner, hein, c'est très important pour moi. Vous abonner, liker. Et voilà, vous allez pouvoir profiter aussi de ma petite outro, hein, ma petite vidéo de conclusion qui a changé pour vous inviter à vous abonner et à regarder ma précédente vidéo. Voilà, j'espère que ça vous plaira également. Voilà, à très bientôt pour la review. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch et cero miedo! Ciao à tous.